Bon, alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à la Maison Française pour cette nouvelle année scolaire 2016-18, 17-18, excusez-moi, qui débute comme il le convient en célébrant le présent et l'avenir de la littérature en langue française. French Literature in the Making. Je sais que je parle au nom de tous en disant combien c'est un grand plaisir d'accueillir Olivier Barrault, notre ami de longue date, et Philippe Labro, notre invité d'honneur ce soir, au sein de ce public vraiment très nombreux, où je vois des amis de la Maison Française, des étudiants, des collègues. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir si nombreux. French Literature in the Making est maintenant dans sa 11e année, ce qui est vraiment remarquable. Il s'agit ce soir-ci de la 62e édition. Cette série existe grâce à l'amitié entre Olivier et Tom Bishop, que nous attendons ce soir, mais qui n'est pas encore arrivé. Entre Olivier aussi et NYU plus généralement, que je me mets au nom maintenant de ces années, et au soutien du fonds Florence Gould, qui rend possible les activités du Centre for French Civilization and Culture que je dirige. Nous permettons notamment d'enregistrer ces entretiens qui sont disponibles sur notre site web et dont la conservation est garantie par les archives de NYU. Et donc c'est vraiment un pas en avant notable que tout sera enregistré, emmagasiné et disponible au grand public à l'avenir. Je tiens à remercier aussi la sponsorisation extraordinaire de cette série, fournie par la compagnie et par Sofitel, ce qui permet à nos invités de voyager dans le confort et de dormir sur les deux oreilles. C'est grâce à la passion et au dévouement d'Olivier que ce soutien a été obtenu, et c'est à lui que nous devons ces 11 années d'entretien envoûtants. Je lui passe sans plus la parole à lui et à Philippe Labro. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une soirée un peu spéciale. Et pas seulement pour les bonnes raisons qu'a dites à l'instant Sarah, que je remercie de sa bienveillance et de son efficacité formidable dans la gestion du département de français de NYU, et avec laquelle, effectivement, désormais, nous entretenons une relation de confiance, et une relation très nourrie d'ailleurs, dont le succès de la soirée de ce soir fournit la preuve, la soirée d'aujourd'hui. Le fait est qu'il a fallu ajouter des sièges. C'est bien. On a ajouté des sièges, non pas du fait de la notoriété de notre invité, ou pas seulement, mais... Ça commence bien. Ça, c'est du Barrault pur sucre. Justement, tu en viens exactement à ce que je voulais dire, c'est-à-dire que... pour moi, c'est pas tout à fait comme les 61 autres soirées qui ont précédé, dans la mesure où je crois qu'il n'est pas abusif de dire qu'on se connaît bien et depuis longtemps. Je crois qu'on peut dire aussi qu'on s'aime bien et que la preuve. Cette amitié, elle est née de quelque chose qui s'est passé ici d'ailleurs, puisqu'il y a je ne sais plus combien d'années, tu t'en souviens peut-être, mais pas moi, peut-être au moins 15 ans, nous tournions ici aux États-Unis, à la fois sur la côte est et sur la côte ouest, une série de conversations très documentées sur les écrivains américains. Et on a essayé de tourner, et je crois qu'on a réussi à tourner ces émissions, ces programmes dans les lieux qui correspondaient le mieux à l'univers des écrivains en question. Il en est même sorti un livre, tenez-vous bien, ça ne vous étonnera sans doute pas. Et depuis cette date, qui remonte encore une fois à longtemps, on n'a jamais cessé d'entretenir ce lien qui nous unit. Donc, recevoir Philippe ici, c'est pas simplement recevoir un écrivain. Au reste, vous n'ignorez pas qu'il est très loin d'être seulement écrivain,
même si je crois que tu l'es avant tout. Non, d'abord tu es journaliste. D'abord journaliste. Mais c'est la même chose. Oui. Et tu vas nous expliquer en quoi d'ailleurs, et on va le démontrer, livres à l'appui. Mais en quelques mots, vous n'ignorez sans doute pas que Philippe Labro, c'est un grand reporter, un journaliste. C'est aussi un auteur de chansons, c'est un cinéaste. On lui doit 7 longs métrages interprétés par les plus grandes vedettes françaises. Toutes ont travaillé sous son autorité. Et tu écris quelque part, quand tu évoques une chanson interprétée par Yves Montand, qu'au moment où tu l'entendais, c'était en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Tu ne pouvais pas deviner que quelques 20 ans après, tu dirais moteur au dit Yves Montand. Bon, il ne s'agit pas de faire ici la géographie d'un ami, il s'agit d'essayer de faire apparaître, de vous faire apparaître la multiplicité des curiosités. Et ces curiosités sont intactes. Tu continues à faire de la télévision, tu continues d'écrire des livres, tu continues d'intervenir ô combien dans le débat public. Bref, on a affaire à quelqu'un qui, depuis un demi-siècle, un peu plus même, est présent. On va venir très vite maintenant à quelque chose dont tu as été l'un des premiers témoins français, l'affaire de Dallas, novembre 1963, puisque tu arrives à Dallas, le lieu de l'assassinat du président des États-Unis de l'époque, au lendemain même de la mort de John Fitzgerald, dans des conditions rocambolesques que tu nous raconteras tout à l'heure. L'œuvre de Philippe Labro, ce sont 7 longs métrages. Et, Tom, ben justement, excuse-nous, on a commencé, Tom Bishop, avec qui... Voilà. Tom Bishop, sans qui, et ça n'est pas un mot, sans qui rien de ce qui se passe ici depuis 11 ans, sous le titre de French Literature in the Making, n'aurait été possible. Et même si Tom n'est plus aujourd'hui le patron du département, il reste mon premier interlocuteur dans l'édification de ces soirées. Okay. Yeah, have a seat, my friend. Sorry. You're more than Hello, Tom. How are you? Bonjour. Voilà, mais c'est très bien puisque on est là dans quelque chose de très personnel, voire d'intime, et que de temps en temps, mais la littérature permet ça, pas toujours. Je n'ai pas avec tous les écrivains que nous avons reçus ici le même lien qu'avec Philippe, mais ça fait partie de la vie et c'est très bien comme ça. Non plus d'ailleurs qu'avec Tom, bien sûr. Alors, ça fait tout ça, c'est très protéiforme. C'est plutôt, je dirais, si tu m'autorises, je crois que ce qui te caractérise, c'est la curiosité. Et ce goût que tu as, et que tu as eu de tout temps, d'aller voir. C'est ce que disait Brel, d'ailleurs. Brel, il avait une très belle expression. Jacques Brel disait « il faut aller voir ». Ce que dit Emmanuel Carrère aussi, qui a écrit un très beau livre là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il est venu déjà, Emmanuel ? Il est venu. Ouais. Bah, oui, la curiosité, il me semble que c'est la vertu principale du journaliste. Si vous n'êtes pas curieux du monde, curieux des autres, et alors, en principe aussi un peu curieux de vous-même, vous ne pouvez pas exercer ce métier. Ce métier consiste à aller voir, à aller comprendre, à aller observer, noter, revenir et rapporter. N'oubliez pas que reporter, c'est quelqu'un qui rapporte. Sauf que lorsqu'il a une vague ambition d'écriture, ce qu'il rapporte n'est jamais complètement la réalité. On ne rapporte jamais la réalité, on rapporte une vision personnelle de cette réalité. Si, on peut rapporter qu'on a vu un arbre qui s'est écrasé sur une voiture, néanmoins, il y a l'interprétation de l'événement qui fait que, selon moi, très rapidement, le journaliste, s'il est, disons, s'il possède un semblant d'ambition d'écriture, c'est pour ça que très très vite je voulais en venir à ça, interprète. Et quelle que soit son objectivité, il n'est jamais objectif. D'ailleurs, je pense que l'objectivité est un terme tout à fait impossible à respecter. Ce qu'il faut respecter, c'est l'équilibre, c'est-à-dire à peu près montrer chaque face des choses. Et en revenir à la fameuse phrase de Pascal qui disait que pour toute vérité, il faut savoir que la vérité contraire est là. Donc, pour répondre à ta question, Olivier, oui, curiosité avant toute chose. Je vous le disais à l'instant, Philippe a réalisé 7 longs métrages, il a publié 26 livres.
Et il ne nous était pas possible ce soir d'évoquer les 26. Il lui fallut beaucoup plus de temps. Donc j'en ai choisi, après t'en avoir référé d'ailleurs, j'en ai choisi 8 qui sont de genres assez différents, du point de vue à la fois du style et de la préoccupation, de l'enjeu littéraire. Et ce sont ces 8 livres que nous allons passer en revue, en commençant par un livre ancien déjà, puisqu'il remonte à 1967, et qui s'appelle Des feux mal éteints. Des feux mal éteints a été publié chez Gallimard. C'était pas ton premier livre d'ailleurs, mais ton 3e ou 4e. Second, le 2e livre. Et c'est un livre dans lequel tu reviens sur la guerre d'Algérie, Oui. pour laquelle tu as été mobilisé. Il faut rappeler, pour les plus jeunes d'entre nous, que avant d'être mobilisé par ce qu'on appelait à l'époque les événements d'Algérie, et non pas la guerre, qui se termine en 1962 avec les accords d'Évian, avant que de partir sous l'uniforme, tu avais déjà fait des choses. Ah oui. Beaucoup de choses. Ben oui. Autrement dit, Des feux mal éteints qui évoquent la guerre d'Algérie et qui évoquent la ville d'Alger que tu as énormément aimée, Ouais. quels qu'en fussent les dangers à l'époque. Tout ça, c'est le début de quelque chose qui va t'animer, c'est-à-dire écrire des romans qui sont fondés sur une expérience vécue. J'aimerais que tu nous exposes ça, parce que c'est quelque chose de très récurrent dans ton œuvre. Oui, c'est-à-dire que c'est un mélange assez compliqué, assez subtil, d'une certaine manière, d'autobiographie, sans aucun doute. Et à une ou deux exceptions près, tous mes livres reposent sur un vécu. Mais c'est pas de l'autofiction. Mais non, pas ce qu'on appelle de l'autofiction. Et donc, sur cette autobiographie, je construis, j'invente. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut absolument pas calculer en pourcentage ce qui est vécu véritablement de ce qui est transformé, interprété et inventé. Et c'est pour ça que j'ai jamais pu vraiment, sauf pour certains livres, mettre autre chose que le mot roman, puisque le mot roman, la plus belle définition du roman, c'est Aragon qui l'a donné, qui dit le roman consiste à brouiller les cartes. C'est-à-dire les cartes du vécu, encore une fois, de l'observé, de l'entendu, du vu, du raconté par d'autres, et de l'invention, et de l'imaginaire. Et donc c'est un peu ça que j'ai fait, encore que Des feux mal éteints dont tu parles, qui est effectivement mon premier roman, mon premier vrai livre, s'appelait Un Américain peu tranquille, était un spoof, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une espèce de parodie de biographie d'Al Capone. J'ai écrit ça en 3 semaines, comme ça, très rapidement. C'est assez amusant, c'est parodique, c'est léger, mais on y voit déjà un semblant... oui, il va se passer quelque chose. Ce garçon sait écrire. Okay. En tout cas, il sait raconter. Mais Des feux mal éteints, oui, bah, c'est le... Encore aujourd'hui, si tu veux, Olivier, au bout de 26 livres, effectivement, et de longues années, je considère que c'est mon livre le plus important. Bien, tu vas nous en lire le début, si tu veux bien. J'ai mis ça entre crochets, parce que comme ça, vous aurez tout de suite la tonalité, parce que c'est important, la tonalité. La musique du style par lequel tu commences cette évocation de tes années algériennes. Sauf que l'évocation, au début, c'est pas l'Algérie. Hein. C'est les années 60. C'est les années 60. Tu veux pas démarrer par le début sur l'Algérie? Ah non, je veux commencer par le commencement. Bon, ben il commence par le commencement. Je veux que tu commences par le commencement, pour être plus exact. Avez-vous connu Zizou? Moi, je suis sûr que vous l'avez connu. Si vous avez eu 20 ans en 50, 20 ans en 55, 20 ans en 1960, vous avez connu Zizou. Elle a eu 20 ans pendant 10 ans avec des milliers de garçons et de filles qui vieillissaient sans qu'elles s'en aperçoivent. Elle a eu les cheveux courts et bruns, en franges, lorsqu'il fallait avoir les cheveux courts et bruns et en franges. Elle a porté les cheveux blonds en barbe à papa ou en ballon montgolfière, appelez ça comme vous voudrez. Lorsqu'il fallait porter les cheveux blonds en barbe à papa ou en ballon montgolfière. Elle a twisté lorsqu'il fallait twister, mais elle a su danser le surf et le huli-gully et le bird et le shake et le stroll. Elle a su la première faire le cha-cha-cha, le dog, le pai-pai, le merengue, le vatouzi, le mambo, la samba et peut-être la raspa. Et aussi, n'oubliez pas, le rock and roll, le bop, le tambouret. Oh, ça n'a pas duré longtemps le tambouret, mais enfin, elle a su le faire. Et puis, quoi d'autre encore? Ah oui, Zizou a été une extraordinaire danseuse de bamba, slop, sirtaki, monkey bird, Madison, jerk, locomotion, let kiss, mashed potatoes, shampoo, bénard. Et lorsqu'il était absolument vital de connaître le calypso, eh bien,
Zizou le connaissait, soyez-en sûrs, et il fallait la voir onduler au rythme de Harry Belafonte. Qui se souvient aujourd'hui de Harry Belafonte? Voilà le début. Nous, on s'en souvient Ça n'a rien à voir avec l'Algérie, mais ça, c'est ça va t'y amener. le background, c'est le rideau de fond de ma génération, de cette époque-là. Alors c'est d'ailleurs suivi d'un paragraphe assez rigolo sur la manière dont, à l'époque, les gamins que vous étiez désignaient les personnes du sexe féminin. Aujourd'hui, ça vaudrait une accusation de sexisme et voire de harassement sexuel, puisque tu écris exactement à la page 20, Zizou n'a rien à voir avec Zinedine Zidane, hein, c'est bien avant. Tu écris ceci à propos des filles, qui est l'obsession légitime des jeunes hommes, des jeunes gens que vous étiez. Car il y avait les nanas, les gonzesses, les pépés, il y avait les boudins, les nénettes, les greluches, il y avait les Julie, les poufias, les gravats, il y avait les Berthes, les grognasses, les petits lots, il y avait les radasses, les varlots, les tas, il y avait les bonnes femmes, les moukers, les bobonnes, il y avait les petits pots, les filles. Il y en a une page comme ça. Et je me suis limité. Il y aurait beaucoup à dire. Bon, qui est notre expression favorite. À chaque fois qu'on se voit, qu'on se rencontre, il y aurait beaucoup à dire. Bon, non, attends, ça se termine, pardon, je m'autocite, et il y avait les salopes. Et une putain n'est pas forcément une salope. C'est d'ailleurs le titre du premier chapitre. Mais d'ailleurs, les portraits de femmes dans ce livre sont en réalité des portraits extrêmement chaleureux. Hein. Oui, bien sûr. Et pas du tout des portraits dégradants. Non. Je voudrais que tu évoques d'abord la ville d'Alger et l'émerveillement dans lequel tu t'es trouvé devant la baie d'Alger, cette ville blanche, effectivement magnifique. Bah, ce qui est magnifique, comme tu dis, ce sont les villes au bord de mer, selon moi, c'est-à-dire les ports. Ce qui est ouvert sur ce qui est plus beau au monde, ou presque, c'est la mer, sur l'infini. Et donc, il y a toujours cette sensation que quelque chose va se passer, quelque chose arrive, quelque chose part, d'une part. D'autre part, la construction, le dessin géographique de cette baie et de la ville d'Alger avait quelque chose de panoramique rarement vu. Moi, j'ai beaucoup voyagé, bien sûr. J'avais déjà pas mal voyagé à l'époque. J'avais déjà fait du journalisme, du grand reportage. Et ça m'avait frappé. Et ce qui frappait aussi, c'était qu'il y avait... C'était la France sans être la France, bien entendu. C'était une ville que les Français avaient colonisée. Néanmoins, il y avait une sorte de parfum de province. Les palmiers, ça aurait pu être Montpellier, ou Narbonne, ça aurait pu être le sud-est de la France. Ou Montauban. Montauban, il n'y a pas tellement de palmiers. Ville natale de Philippe Labro. Ouais. Il y avait des trottoirs, des rues où on pouvait se balader. Le seul ennui, c'est que la première fois que j'ai descendu cette rue, c'est-à-dire la rue Michelet, j'ai entendu plusieurs coups de feu, j'ai vu des femmes tomber à côté de moi. C'était en plein démarrage de l'OAS. C'était la fin de la guerre d'Algérie. Moi, je suis arrivé à Alger pratiquement sur la fin, qui était la pire fin, c'est-à-dire le moment où, en fait, les Français tiraient sur les Français et où l'indépendance était déjà admise, enfin acceptée, mais refusée par une partie des Blancs, les pieds noirs. Donc Alger, oui, tu as raison. La raison aussi principale pour laquelle j'ai toujours éprouvé la nostalgie pour cette ville, vers laquelle je n'ai jamais voulu revenir, j'ai jamais voulu retrouver ce que je savais était perdu, c'est qu'on n'y était pas seul. J'étais avec une bande de copains qui, comme moi, avaient pendant très longtemps essayé d'éviter le service militaire, en s'inventant des études, fac de droit ou autre, alors qu'on faisait déjà des métiers, parce qu'aller là-bas, c'était quand même une corvée terrible. Et à un moment donné, néanmoins, j'ai été rattrapé par l'idée qu'il fallait y aller, qu'il fallait connaître la guerre, parce que d'abord, c'était l'événement de ma génération, il n'y avait pas de raison que je ne la connaisse pas. Et d'autre part, comme tout écrivain, et j'étais déjà dans ma tête un écrivain, je me disais, une guerre, c'est un moment fort, c'est une expérience certainement singulière et unique. Tu ne peux pas l'éviter, il y a même peut-être un livre derrière. Je m'inspirais en ce sens de Norman Mailer, qui a été un de mes mentors, j'ai d'ailleurs en plus bien connu, qui, n'oublions pas, quand il est étudiant à Harvard ou à Yale, dans les années début 40, décide d'abandonner ses études pour s'enrôler, pour se faire inscrire chez les Marines, pour aller dans la guerre du Pacifique, parce qu'il y va en disant « j'écrirai un livre ». Il part pour la guerre en sachant qu'il en sortira un bouquin qui s'appellera tout simplement « The Naked and the Dead »,
qui, comme vous le savez, est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature de guerre américaine. Et donc moi, j'avais un petit peu cette impression, cette sensation, ce mélange qui a fait qu'on est parti là-bas. Et donc, je n'étais pas le seul à être par une petite génération de gens qui avaient eu déjà des métiers. Ils étaient début de cinéaste, début publicitaire, début journaliste. On s'est retrouvés là-bas dans une sorte de situation un peu équivoque. Comme on avait des métiers et que de plus en plus les métiers disparaissaient, puisque les Blancs foutaient le camp, prenaient la valise pour éviter le cercueil, eh bien, l'armée française nous déléguait dans des activités autres que militaires. Au début, journaliste dans un journal militaire qui s'appelait Bled. Et puis plus tard, moi, on m'a délégué comme patron, à 24 ans, même pas, de toute la radio d'Alger. Tout ça, ça fabrique en plus un passage difficile en caserne, puisqu'ayant fait l'imbécile et ayant trop profité de mon statut de détaché, on était détaché de l'armée. Vous étiez en uniforme quand même. Non, non, on se promenait en civil. Ah oui. Tant qu'on se promenait en civil. Et puis nous avons trop profité de cette liberté, et moi en particulier, j'étais particulièrement insolent et très individualiste, et j'avais envoyé valser le capitaine qui dirigeait ce journal et qui, pour me punir, m'a fait remettre l'uniforme et m'a envoyé dans une caserne en disant « Occupez-vous bien de lui ». Alors, mais on sait ce que ça veut dire. Donc là, j'ai vécu 3-4 mois très difficiles, mais en même temps, avec le recul tellement instructif sur ce que c'est que la mort, le danger, la peur, la nuit, la camaraderie ou la non-camaraderie, la traîtrise, a certainement fabriqué suffisamment d'éléments pour qu'ensuite je les utilise pour ce roman. Qui est donc un roman, parce qu'il y a aussi des personnages que j'ai inventés, une intrigue que j'ai plus ou moins transformée, mais je pense que c'est mon plus autobiographique. Et je le crois important. Pourquoi ? Parce que je continue de penser, c'est une banalité, hein, tout ça, ça ne sont que des clichés, ce que j'aimais. Mais la guerre étant un mouvement et un moment tellement fort, puisque c'est le moment ultime du choix, il n'y a pas de mensonge possible. C'est le moment où ça passe ou ça casse, on est d'un côté ou de l'autre, on a le geste qu'il faut avoir au moment où il faut l'avoir, ou on ne l'a pas. Et en même temps, bien sûr, il y a tout le fond de décor qui est un peuple qui réclame son indépendance, une nation qui lui a donné, et une partie de cette nation, petite certes mais très active, qui la refuse. Ce qui fait qu'en fait, moi, pendant mes 3 mois de caserne, et donc de patrouille militaire la nuit, ce que nous combattions, c'était pas les Algériens, qui étaient déjà indépendants, et le FLN ne bougeait déjà plus. C'était l'OS. C'est-à-dire que moi, les gens qui m'ont tiré dessus, c'était des Français, des Blancs, des Français, comme vous et moi, et j'ai tiré sur des Français. Donc tout ça fabrique des éléments qui font que quelques années plus tard, j'ai écrit ce livre. Des feux mal éteints, c'est une très belle formule qui n'est pas de moi, qui est de mon poète favori, qui s'appelle Apollinaire, et qui dit, et je m'en suis servi souvent d'ailleurs de ce quatrain, « Je connais gens de toutes sortes », c'est déjà le titre d'un de mes livres, une série de portraits, beaucoup plus tard, « Ils n'égalent pas leur destin, indécis comme feuilles mortes, leurs yeux sont des feux mal éteints, leur cœur bouge comme les portes. » Moi, ce que j'aime chez Apollinaire, comme chez les grands poètes, c'est que si vous reprenez toutes ces phrases, ce sont les mots les plus simples de la langue française. Simplement, ils sont mis en musique. D'ailleurs, Apollinaire se chante très, très aisément. Léo Ferré et quelques autres l'ont démontré. Alors, on trouvera sous ta plume dans Des feux mal éteints, et j'en profite pour vous rappeler qu'un bon nombre des livres de Philippe seront en vente à l'issue de notre rencontre. Il pourra vous les dédicacer, nos amis d'Albertine, la librairie française de New York, se chargeant donc de les acheminer ici. On trouvera sous ta plume une évocation d'un joueur de rugby célèbre. Il ne faut pas oublier que Philippe Labro est né à Montauban, dans le sud-ouest de la France, un pays de rugby. Amédée Domenech, dit le Duc, dont il est question, sous ta plume. On y trouvera aussi un trompettiste extraordinaire, au destin pour le moins contrasté. On verra aussi déjà ton admiration éperdue pour Hemingway, qui va t'accompagner toute ta vie, qui vit toujours avec toi. D'ailleurs, Hemingway n'est pas mort. Non, il est là. Il t'accompagne. Oui, il m'attend d'ailleurs à l'hôtel. Il s'est suicidé en 61, mais ça fait rien. Non, il est toujours présent. Hemingway est très présent, tout comme d'ailleurs
les grands acteurs ou les moins connus des acteurs du cinéma hollywoodien, un certain nombre d'écrivains, toutes choses qui, encore une fois, n'ont jamais cessé de t'accompagner. Je voudrais que tu nous dises un mot d'un personnage inventé, qui va d'ailleurs constituer le fil rouge de cette histoire, et qui s'appelle Mac Henry, qui est un scénariste américain, inspiré certainement d'un certain nombre de gens que tu as pu connaître ou imaginer, et qui est une des clés de ton introduction, finalement, au monde américain, pas simplement des œuvres, mais aussi des hommes, en l'occurrence. Oui, mais enfin, il faudrait reprendre tout le bouquin, parce qu'un des héros du livre est un jeune homme qui ressemble un peu, au fond, à certains de mes amis, et peut-être un peu à ce que j'étais, que j'appelle Seb, pour Sébastien. Et Seb, dans le livre, a un destin tragique, c'est-à-dire quand il sort de la guerre d'Algérie, il est tellement abîmé par ce qu'il a vu et vécu, c'est-à-dire ce qu'on appelait, je ne sais pas quel était le terme, enfin ce qu'on peut appeler la torture. La GGN. La GGN, oui. La prison, parce qu'il y a des prisons militaires, quand vous faites l'imbécile, ben, vous êtes en prison. Et qui, sorti de là, n'a d'autre solution que de se mettre une balle dans la tête. Et il se trouve que avant cela, il a eu une petite aventure, avant l'Algérie, avec une actrice américaine, laquelle en a parlé à ce Mac Henry, scénariste. Et quand le narrateur, c'est-à-dire moi-même, va en Californie pour un reportage, il tombe sur Mac Henry, et cet homme disparu, ce jeune Seb, personnage mythique. Je me suis un peu inspiré d'ailleurs du Belmondo d'À bout de souffle, la même démarche, la même dégaine, devient le lien entre le scénariste et le narrateur, et la porte ouverte à Hollywood, effectivement, au point que Mac Henry permet au narrateur de rencontrer la fameuse star avec laquelle Seb a eu une petite aventure, qui lui montre le soir dans sa salle de projection un très court métrage de Seb qui avait été pris comme ça à la caméra et où on se rend compte qu'il aurait pu être une star. Alors tout ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'effectivement, c'est un livre générationnel dans lequel le cinéma joue un rôle capital. Nous étions des jeunes gens qui séchions les cours du lycée tous les matins pour aller voir dans un cinéma qui ouvrait dès 10h du matin à côté du Normandie, qui s'appelait d'ailleurs le cinéma des Champs-Élysées, pour aller voir donc des films dès le matin. Et puis le soir, on allait à la cinémathèque, la première, c'était celle de l'avenue de Messine, pour voir d'autres films et y rencontrer d'autres gens. C'est ainsi que sur les rangs de cette cinémathèque, il y avait des inconnus qui s'appelaient Bertrand Tavernier, François Truffaut, Jean-Luc Godard, bref. Et donc nous étions obsédés par le cinéma. Ça a autant joué dans mes inspirations et mes influences que la littérature. Et je ne fais pas tellement de différence parce que, au fond, à la base du film, il y a l'écriture. Il n'y a rien à faire. Le cinéaste, ensuite, met en images, et s'il a du génie, il arrive à faire que ces images transcendent et transforment totalement ce qu'il a écrit. Il n'empêche qu'au départ, il y a la chose écrite. Un scénario, ça s'écrit. Et ça se réécrit. Et il vaut mieux d'ailleurs ne pas l'écrire seul, contrairement à un roman, bien entendu. Et donc, je ne fais pas de différence. C'est-à-dire que si, la différence est évidemment... Après, il faut mettre en image, et il y a l'apport extraordinaire, singulier, et parfois totalement inattendu, du comédien ou de la comédienne, qui vient vous donner ce que, sur le papier, vous pouviez espérer ou imaginer, mais que vous ne saviez pas qu'il allait vous donner, puisqu'il y a le facteur humain qui intervient. Il y a l'invention, il y a l'improvisation, et il y a ne serait-ce que simplement la chair et le sang. Mais je délire et je dérive un peu sur le cinéma pour vous dire simplement qu'effectivement, et ça se sent dans Des feux mal éteints, et on le retrouve dans beaucoup de mes livres, j'ai été très très influencé, pas seulement par le cinéma américain, il ne faut pas non plus exagérer, bien sûr. J'en rajoute sur le cinéma américain dans Des feux, mais Jean Renoir est pour moi aussi important que John Ford. Deuxième livre que nous abordons ce soir, L'étudiant étranger. L'étudiant étranger t'a conféré une notoriété littéraire d'emblée en 1986. Tu as eu le prix Interallié pour ce livre, paru chez Gallimard, et j'aimerais que tu nous en lises, là encore, le tout début, parce que l'enjeu et ses conséquences sont explicites.
On était en janvier et dehors, je ne connais pas par cœur quand même, dans la cour triste de ciment gris du grand lycée, le givre avait blanchi les branches des arbres nus. Mon idée, c'est toujours visualiser. Hein. Si je n'ai pas vu la première phrase et si je ne sais pas que les gens la verront, je préfère pas écrire. Pour moi, il y a un problème de visualisation. Il faut partir déjà avec une image. J'étais assis au 5e rang de la classe d'anglais. Le professeur nous faisait réviser un texte lorsque la porte s'ouvrit. 2 hommes entrèrent, banalement vêtus, apportant avec eux une bouffée de cet air glacé qui filtrait déjà à travers les fenêtres mal isolées du vieil établissement. J'ai tout oublié de leur nom, leur âge, leur visage et jusque leur fonction. Mais je sais 30 ans plus tard que leur entrée ce matin-là dans notre classe fut à l'origine du premier grand tournant de ma vie. Ils étaient venus nous informer de la possibilité de gagner une bourse d'études d'1 an dans une université aux États-Unis. C'était exceptionnel, soulignèrent-ils, au milieu d'un bourdonnement de voix dissipées. Habituellement, la compétition n'était ouverte qu'à des étudiants âgés d'un niveau supérieur. Cette année-là, quelques bourses n'avaient pas encore été attribuées et l'on avait décidé d'élargir le concours aux élèves des lycées. C'était une chance unique. J'ai levé la main. Et c'est le début d'une longue histoire qui se poursuit aujourd'hui encore. Oui, ben oui, parce que donc ça s'appelle une bourse Fulbright. C'est pas n'importe quelle bourse, hein, c'est une bourse d'échange inventée par un grand bonhomme qui s'appelait le sénateur Fulbright. C'est lui qui est l'auteur de la fameuse expression « l'arrogance du pouvoir », qui malheureusement n'a pas toujours été suivie, ou qui plutôt l'a trop été. Et Fulbright donc avait eu cette idée formidable, c'était juste après la guerre, pour un étudiant américain qui va en Europe, on envoie un étudiant français ou allemand ou italien aux États-Unis. Donc c'est un concours, il a fallu remplir toutes sortes de papiers, faire une sorte de comment dirais-je, de candidature, d'acte de candidature écrite, pour expliquer pourquoi je voulais aller là-bas. Et mon pourquoi était très simple. J'avais déjà un peu goûté au journalisme, en faisant des petites piges comme lycéen pour un journal, et je savais qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout l'instruction et l'appréhension du journalisme un peu sérieux en France, alors que je savais que dans les universités américaines, on étudiait, on apprenait le journalisme. Et puis je savais surtout que c'était l'Amérique, et que pour moi, l'Amérique, c'était l'équivalent, pour d'autres, des Indes. C'était exotique. Nous sommes en 1954. Aujourd'hui, on va en Amérique, on prend un charter, 48 heures, on revient. Hein. C'est d'une banalité inouïe. À l'époque, ça représentait un extraordinaire moment, une opportunité, une occasion plutôt, parce qu'opportunité n'est pas une occasion, c'est pas tout à fait le même terme. Et donc, oui, c'est vrai, les Français utilisent opportunity maintenant, mais c'est pas tout à fait la même définition. Bref, donc j'ai fait avec 2 candidatures, tout va bien, je préviens mes parents quand même, qui me disent... T'encouragent. Oh, ben, toujours. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'ont jamais contrarié ma vocation. Et je pense que d'ailleurs c'est la seule chose qu'un père ou une mère doit faire, s'il sent chez un enfant une vocation, même si plus tard cette vocation échoue, il ne faut pas la contrarier. Donc je les préviens, très bien, me disent-ils, on verra. Et puis 3 mois plus tard, je reçois une lettre un peu épaisse, avec un timbre exotique, et m'expliquant que j'étais accepté à l'université de Washington and Lee. Robert E. Lee, dont la statue en ce moment fait débat. Elle ne le faisait pas à l'époque, du tout. J'étais en plein sud, mes enfants. En 1954, c'est-à-dire pleine ségrégation. J'ai vécu la ségrégation et j'ai vécu ce que ça signifiait de très près. Et j'ai eu la chance de pouvoir... Elle durait qu'1 an, cette bourse. Et à la suite de toutes sortes d'événements, on ne va pas commencer à tout raconter, j'ai réussi à la faire, non pas renouveler, mais à renouveler mon séjour dans cette université. Ça mérite quand même d'être raconté parce que ça explique pourquoi je suis toujours, et j'ai toujours été, un grand américanophile, parce que je dois beaucoup à un homme que j'ai vu 2 fois dans ma vie. On est à la fin de ma première année, ça s'est très bien passé, je suis sur les honor list, je fais
des A, des B, jamais des C. Tout le monde est content de moi. Je ne suis pas mécontent de moi-même, comme toujours d'ailleurs, sauf aujourd'hui. Quel accès d'humilité? Qu'est-ce qui t'arrive là? Non, il m'arrive. L'humilité est arrivée très tôt, mon cher Olivier. Simplement, je savais la dissimuler. Donc, Oui, on est là. or donc. On est là. C'est la fin. Je suis furieux parce que j'ai demandé qu'on renouvelle mon séjour. On me dit, on ne peut pas, mon vieux, on n'a pas l'argent. Votre bourse durait 1 an, elle dure 1 an. Goodbye, vous avez été formidable, on était content de vous avoir connu. C'est à peu près ça les termes. Et avec beaucoup de regrets d'ailleurs. Et donc ce soir-là, c'est le Alumni Day, c'est-à-dire tous les anciens élèves arrivent, jeunes, vieux, riches ou pauvres, ils viennent tous participer aux cérémonies de graduation, aux discours, etc. Et un soir, dans un bistrot avec quelques copains, je bois un peu beaucoup, on buvait un peu beaucoup d'ailleurs là-bas. Il paraît qu'on continue. Et je suis complètement bourré en fait, et je me mets à protester contre l'université en disant à mes copains, c'est quand même des salauds, tu te rends compte, tout le boulot que j'ai fait ici, j'étais devenu un des rédacteurs du journal local, du journal de campus, enfin j'avais vraiment... L'Amérique m'avait apporté toutes sortes de libertés, de capacités de faire des choses et d'apprendre, et je pensais que j'avais encore besoin d'apprendre et de comprendre. Donc je protestais contre ces vilains, et il y avait un vieux monsieur qui était là, qui m'écoutait, que j'ai peut-être sans doute engueulé en plus. Bref, je rentre totalement schlass au dortoir, et le lendemain matin, on vient frapper à la porte, et Philippe, il y a le dean qui te demande. Putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'ai-je fait et qu'ai-je dit lorsque j'étais dans cet état-là? Donc je m'habille très vite, à peine le temps de se raser, et j'arrive chez le Dean Gilliam, je me souviens encore de son nom, qui me dit « Asseyez-vous Philippe », tête comme ça, je m'assieds, honteux. Il me dit « Est-ce que vous connaissez un certain Bland Terry ?» Je dis « Non, je ne vois pas de quoi vous me parlez ». Il me dit « C'est un de nos plus anciens alumni, un des plus riches aussi, il possède des usines de chaussures en Floride, et vous l'avez rencontré hier soir. Il est venu ce matin dans notre bureau pour demander à voir votre dossier. Nous lui avons montré, et il nous a dit, écoutez, ce garçon mérite de rester 1 an de plus chez nous, alma mater, c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, leur maison. Je lui fabrique et je lui invente une bourse. Et comme ça, il pourra rester 1 an de plus. J'en suis pas revenu, bien entendu. J'étais dans un état de bonheur et d'extase. Et j'ai dit, j'aimerais bien le rencontrer. Il dit, oui, il est déjà parti. Et j'ai dû le voir 1 fois. J'ai rencontré 40 ans plus tard son fils lors d'une réunion en ancien. J'étais devenu un ancien. Mais grâce à cet homme que j'ai jamais vu, enfin, je l'ai vu un soir où j'étais particulièrement éloquent, mais qui a compris que j'aimais cet endroit au point d'être éloquent, et que le lendemain, il est venu, pour lui, sans doute, cette bourse, je ne sais pas, ça équivalait à l'époque à $3000, hein. C'était rien. Et en même temps, pour moi, ça m'a donné l'année de plus qui m'a véritablement beaucoup plus fait mûrir, comprendre et apprendre. Et voilà pourquoi, quand je raconte cette histoire des Américains, ils me disent, mais oui, c'est normal, ça. C'est l'Amérique. That's America. OK, fine. Quand je raconte à des Français, ils sont un petit peu plus surpris. C'est un roman d'initiation. Oui, d'apprentissage. Et puis, je te dis, l'hiver est arrivé. En une nuit, le campus s'est recouvert d'une neige épaisse et immaculée qui ouatait l'atmosphère et les bruits. Professeurs et étudiants allaient au cours emmitouflés de laine, de fourrures et de bonnets de ski, mais comme les bâtiments étaient surchauffés, on travaillait en bras de chemise. Après, au dehors, il fallait se couvrir de nouveau, et l'on passait ainsi en permanence du froid le plus aigu à la chaleur la plus suffocante, puisque le dorm, le dortoir, aussi bien que les fraternités, entretenaient la même température excessive. Ça vous donnait soif, tout le temps. Et les samedis soirs, pendant les dates, on buvait plus de bière et d'alcool qu'au cours de l'automne, et les jeunes filles aussi buvaient, coupant leur gin ou leur vodka avec du coca ou de la soda water, et l'on noyait le bourbon dans des verres gorgés de monceaux de glace.
Il y avait une effervescence accrue dans les rencontres et les conversations. Les baisers étaient plus nerveux, plus électrisés, on flirtait plus dur, plus osé, comme si cette saison nouvelle et la proximité des vacances de Noël apportaient une intensité, une volonté d'aboutir aux affaires sentimentales qui occupaient nos fins de semaine. Car évidemment, c'est aussi une initiation amoureuse. Légèrement, oui. Et puis, il y a un personnage, c'est curieux comme le suicide hante tes livres. Ouais. Il y a un personnage que tu évoques très vite d'ailleurs, qui s'appelle Buck, et qui lui aussi va mettre fin à ses jours. Oui, Buck, c'était un freshman comme moi, et effectivement, il était dans le dortoir pas loin de ma chambre. Buck Schulich, je me souviens très bien de son nom. D'ailleurs, dans la première version de L'étudiant étranger, j'avais laissé son nom. Ensuite, j'ai évidemment transformé, puisque le livre a été traduit, The Foreign Student, et il n'a pas du tout marché aux États-Unis, ce qui est normal. Tu n'apprends rien aux Américains si tu leur racontes la vie sur un campus. Hein. Mais il a très bien fonctionné sur le campus. Et donc, il valait mieux que je change tous les noms. Tous les noms. En particulier ceux des professeurs. Bon. Et Buck Schulich, c'est un môme comme ça. Il avait l'air tout à fait agréable, sympa, rigolo, rigolard. Sauf qu'un soir, on l'a trouvé étranglé dans son lit, auto-étranglé sans doute. Peut-être cherchait-il je ne sais quelle satisfaction sexuelle. Enfin, personne ne l'a assassiné, bien sûr. Peut-être était-il tout simplement désespéré parce qu'au fond, il venait de loin, il venait de la West Virginie, c'était un fils de mineur. Il n'était peut-être pas tout à fait assez adapté à cette école de gentlemen, ce qu'on appelait le Gentleman's School, Washington and Lee. Peut-être n'avait-il pas eu la reconnaissance d'une fraternité à laquelle il avait été candidat. Qui sait? Nul ne sait les raisons d'un suicide. Elles sont aussi nombreuses que les rivières qui forment un jour un fleuve. Et donc, le suicide de Buck m'a beaucoup interrogé, m'a intrigué, au point que j'ai été voir sa famille et assister à son enterrement en Virginie de l'Ouest, qui n'est plus du tout la Virginie, qui est beaucoup plus dure, qui est beaucoup plus malheureuse, et beaucoup plus d'ailleurs white suprémaciste aujourd'hui, puisque forcément le white suprémacisme vient aussi de la pauvreté et de la misère. Et tout ça a fait une grande partie du bouquin, oui, parce que je me suis toujours interrogé sur lui et sur cette mort à 18 ans, comme ça, alors que les apparences sont là. Mais comme chacun sait, aucune apparence n'est autre chose qu'une apparence. C'est effectivement une initiation à la vie par l'Amérique, et j'aimerais là lire l'avant-dernier paragraphe. Agir. L'Amérique lui avait enseigné qu'il est naturel et facile d'agir, alors que le continent d'où il était arrivé, lourd d'une éducation ancienne, privilégiait l'acte de compréhension. Et il avait appris ceci, que la compréhension et l'action ne doivent pas être posées comme irréductibles l'une à l'autre. Il n'avait jamais couché cette équation sur le papier dans son journal de bord, mais ce qu'il venait de vivre depuis 1 an s'était instillé dans son corps comme une transfusion sanguine, et tout ce qu'il connaîtrait par la suite lui paraîtrait toujours fade en comparaison de ses premières flambées, ses premiers franchissements de la ligne, toutes ou presque. Il eut une vision brusque du ravin, l'image lui revint de la crevasse verglacée derrière les barracks en hiver. La nature, tu as découvert aussi la nature, et pourtant tu venais d'une province française qui est une province où la nature est omniprésente. Mais là, c'était un autre monde. Oui, et puis j'étais gamin. Ensuite, on est monté à Paris, comme on dit. C'est une très belle expression, monter à Paris. Dans les années fin 40, 47, je crois. Et donc, je suis devenu parisien et je n'ai plus du tout eu accès, ou très peu, à la nature, jusqu'à cette aventure américaine, où là, effectivement, c'est un campus absolument ravissant, au milieu de la Shenandoah Valley, qui est une très belle vallée, avec des arbres bleus, avec des feuilles et des forêts, des fleurs, des torrents. Je suis tombé totalement amoureux de la nature et ça m'est toujours resté, d'autant plus que à la fin de cette première année, pour gagner un peu plus ma vie, pour ajouter un peu d'argent à la bourse de M. Terry, je suis allé gagner ma vie pour le Forest Service dans le Colorado. Et là aussi, j'ai encore plus découvert ce que c'est que le Wild West et la très belle nature américaine.
Oui, donc il y a cela, il y a cet apprentissage, tu as raison, c'est un roman d'initiation. La plupart de mes romans de jeunesse, ce qu'on peut appeler de jeunesse et d'enfance, c'est l'initiation. C'est d'ailleurs un thème, comment dire, un format, si on peut dire, classique de la littérature, pas seulement française, le roman d'apprentissage. Un être humain, X ou Y, part quelque part, ou ne part pas, mais en tout cas commence le récit et se retrouve ensuite, plus tard, ayant appris ou désappris. C'est la tradition d'Alexandre Dumas. C'est Balzac, c'est toute la littérature française. Donc je n'ai rien inventé, d'ailleurs je n'ai jamais rien inventé, sinon j'ai réussi, par immodestie, à me dire « tout est dit, certes, et l'on vient trop tard ». C'est la fameuse phrase de Malebranche. C'est Malebranche qui a dit ça. « Tout est dit, l'on vient trop tard ». On a oublié la seconde partie de la phrase. Oui, mais il y a la manière. Donc, ils ont tous dit les choses beaucoup mieux que nous, mais nous avons chacun notre manière, notre style, ce que j'appelle notre musique. Ce que Paul Morand avait une très belle formule, il disait « Tout écrivain possède sa longueur d'onde ». Donc voilà, j'ai essayé de la créer. Tu es revenu en France, malgré tout, après ces 2 années à Washington and Lee, et tu es devenu journaliste assez rapidement et encore extrêmement jeune. Tu remportes un concours et te voilà à la radio, en même temps d'ailleurs que dans la presse écrite. Tu as publié, après l'étude en étranger, Un été dans l'Ouest, le Colorado d'ailleurs, déjà susmentionné, Le petit garçon, 15 ans, et le 3e livre que j'aimerais qu'on évoque aujourd'hui, qui s'appelle Un début à Paris, qui est encore une fois un livre autobiographique où il s'agit d'un début dans la profession de journaliste, précisément. Et ça commence par un entretien que t'accorde une des plus grandes plumes de la littérature française du XXe siècle, qui n'est autre que Blaise Cendrars. Personnage très impressionnant, à vrai dire. Bah oui, et tu racontes... grand poète, oui. Auteur du fameux Transsibérien. Et à propos du Transsibérien, un jour, il dîne chez Pierre Lazareff, qui était un grand patron de presse. Je n'étais pas là, mais on m'a raconté. Et Lazareff lui dit, mais tu l'as vraiment pris, le Transsibérien? Et Cendrars lui dit, quelle importance, puisque je vous l'ai fait prendre. C'est magnifique. Mais oui, c'est formidable. Mais c'est ça le pouvoir d'un poète, le pouvoir d'un écrivain. Donc Cendrars, oui, ben à l'époque, c'était très facile. Il n'y avait pas d'attaché de presse, il n'y avait pas toutes ces barrières, toute cette espèce d'accumulation d'obligations pour obtenir un entretien avec quelqu'un. Il suffisait de téléphoner. Moi, j'étais jeune pigiste dans un journal qui s'appelait Art Spectacle, dont les débutants s'appelaient François Truffaut et quelques autres. Le critique cinéma de Art s'appelait Truffaut. Et Parino, qui était le patron de ce journal, me dit tiens, tu pourrais peut-être faire un truc avec Cendrars. Là, il vient de sortir un livre qui s'appelle Trop, c'est trop. Too much is too much, ce qui est une très belle formule. Et je lui dis comment on fait? Il me dit écoute, voilà son numéro, appelle-le. Donc j'appelle Cendrars, qui me répond. Et il me dit oui, venez demain. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Alors que j'étais absolument inconnu, je n'avais aucune référence, rien. Et je suis arrivé chez cet homme, évidemment impressionné, évidemment ému, et évidemment soucieux d'obtenir de lui quelques réponses à mes questions. Mais il m'a d'abord fait asseoir, il avait 2 bouteilles de vin blanc, il a ouvert la bouteille de vin blanc et il m'a servi un verre, il m'a dit on va commencer quand vous aurez un peu bu. Et donc on a parlé beaucoup, j'ai pris mes notes, mais je m'enivrais peu à peu. Ne croyez pas que je sois un alcoolique, hein, parce que je vous parle que de boisson, alors que je suis un homme d'une sobriété rare, mais c'est vrai. Mais là, j'allais pas dire non au vin blanc de Cendrars. Donc je sors de là dans un état d'ébriété rare, avec quand même sur mon carnet de notes, mon Moleskine, qui ne me quitte jamais, des éléments pour un bon entretien, vraiment intéressant. Il disait des choses passionnantes, il y avait des belles formules sur la vie, il faut rester dans la vie. Tu les as, non? Peut-être tu vas les trouver. Et je me dis, j'y arriverai pas. Donc je vais dans le premier bistrot venu, je demande 3 cafés et du sel. Je mets du sel dans mon café, je le bois, je vais dégueuler dans les toilettes 10 secondes après. Je suis à nouveau sobre. Je regarde mes notes et je me mets à écrire le papier que j'ai donné à Parino le lendemain, qui est paru. Et j'ai eu la merveilleuse récompense d'un
pneumatiques. Qui a connu les pneumatiques, hein? Qui d'entre vous a connu? Madame. C'était des petits trucs comme ça, là, en métal, qu'on mettait dans les tubes, et ça traversait Paris. Et donc, il m'envoie un pneumatique disant bravo, merci, Labro, enfin un truc comme ça, et je l'ai gardé évidemment précieusement. Mais c'est mon premier papier, mon premier vrai papier, mon premier entretien, et ça a bien démarré les choses. Soyez optimiste, te dit Sandrard. Faites vite. Si vous avez quelque chose dans le ventre, ne croupissez pas dans votre province. Ne jouez pas au maître. Voyagez. Évitez de devenir des fonctionnaires de la plume. Restez près de la vie. Il trouvait la jeunesse désespérante parce qu'elle le prenait pour un vieux. Il ne s'était jamais senti vieux. Il avait répété la dernière phrase en regardant au-delà de mon visage. Restez près de la vie. Oui, c'est formidable. Restez près de la vie, ça veut dire soyez dans la vie. Hein. N'essayez pas dans un coin à discuter, à réfléchir ou à essayer de reconstruire le monde ou donner votre avis sur des choses dont vous ne connaissez rien. Vivez. Voyagez, vivez. Soyez près des autres surtout, je crois. Quand il dit près de la vie, ça veut dire les autres. Ne vous enfermez pas, surtout si vous êtes écrivain, dans un narcissisme négatif et inutile, même si l'écrivain est forcément narcisse. Non, c'était une grande leçon, Sandrard. J'ai encore aujourd'hui, quand je relis le papier lui-même, il est moins bon que la description que j'en fais dans le bouquin, parce que le bouquin, entre-temps, j'avais un peu vécu, hein, et j'avais un peu plus d'expérience, mais c'est un bon début à Paris, effectivement. Alors, dans ce livre, il est question vraiment d'une génération, d'un certain Venceslas, dont tu vas nous parler dans un instant. Venceslas est un homme irrésistible. Il a existé, ce n'est pas vraiment son nom. Il a existé, il a disparu d'ailleurs assez jeune encore. Il s'est suicidé. Et il conduit une Aston Martin, laquelle Aston Martin est dotée d'un élément très important qui est l'overdrive. Ouais. C'est un bouton qui permet de surmultiplier la vitesse et la puissance, grâce à quoi aucune fille ne lui résiste. C'est encore une fois un début à Paris, un début dans l'existence d'ailleurs, hein, au-delà même des États-Unis qu'on a déjà évoqués. Dis-nous un mot de ce Venceslas, qui était à ses heures romancier d'ailleurs aussi. Oui, il a écrit, il s'appelait Voldemar en fait. Voldemar Venceslas, et son vrai nom c'est Lestienne, c'est un type qui, à l'époque, à son âge, il devait avoir 2 ou 3 ans de plus que moi maximum, était un des plus brillants de sa génération, tellement brillant qu'il avait d'ailleurs déjà séduit le couple Pierre-Hélène Lazareff, et il travaillait pour les journaux de ce groupe, qui comprenaient François, Elle, France Dimanche. France Dimanche, qui est un titre qui aujourd'hui fait sourire, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, France Dimanche, il y avait ce qu'on appelle des rewriters, des gens qui réécrivaient les infos qu'on leur donnait et qui les transformaient, qui faisaient du fake news. Hein, parce que France Dimanche, le fake news, ça n'a pas été inventé ici. Hein. Et parmi les rewriters, tenez-vous bien, dans la même salle, il y avait Voldemar, donc, il y avait Claude Lanzmann, et un autre garçon qui est moins connu, mais quand même, qui s'appelle Pierre Bénichou. C'est Roger Grenier, je crois bien, non? Non, Grenier, il était 3 étages en bas à France-Soir. Et quand il descendait de l'immeuble, dans une voiture décapotable, Sagan attendait les siennes. Dans une autre voiture non décapotable, Simone de Beauvoir attendait Claude Lanzmann. Voilà, ce sont des bons souvenirs. Oui, donc Venceslas, oui, je l'ai à peine inventé, parce que donc 3 ans de plus que moi, déjà brillantissime, je ne sais plus comment je le rencontre, et je le trouve merveilleux. Je suis passionné, fasciné par lui, et comme toujours, ma curiosité et en même temps mes ambitions font que j'accroche ma charrue à son étoile, pour reprendre la fameuse expression de Nietzsche. Il faut accrocher sa charrue à son étoile. Il m'a beaucoup aidé, il m'a présenté à beaucoup de gens, et on est devenus assez amis et complices, tout en étant déjà, parce qu'il sentait, c'était pas n'importe qui, hein, Voldemar, c'est un être très pervers et très compliqué. Il sentait bien que le papillon allait commencer à un petit peu prendre son vol, et ça lui plaisait qu'à moitié. Donc c'était une amitié, comme beaucoup d'amitiés des gens de la même génération, c'est un mélange très intéressant d'ailleurs, à la fois d'affection, d'auto-estime, d'estime réciproque, et en même temps il y a un semblant de méfiance, de réticence, non pas de jalousie. Et il m'a beaucoup aidé, lui aussi à sa manière. Tous les gens m'ont aidé, parce que vous prenez
C'est l'abeille qui va butiner de fleur en fleur. Vous prenez chez quelqu'un des éléments, un comportement, un langage. Ensuite, vous vous en débarrassez. Mais pendant un moment, ça vous fait passer d'une étape à une autre. Et donc, il joue un rôle capital dans le bouquin, effectivement. Et malheureusement, dans la vie, Waldemar, c'est souvent le cas. Hein. C'est ce que disait Moria, qui disait « c'est très gentil, c'est une merveille à 20 ans, le problème, c'est de savoir si vous l'êtes encore à 50 ». Et Waldo, tout en vieillissant, en avançant en âge, il n'était pas vieux quand même, perdait un peu de son éclat et de sa brillance. C'est un peu, perverti dans des relations. Et finalement, on n'a pas eu la carrière qu'il voulait avoir. Il était obsédé par le Goncourt, comme je l'étais à une époque d'ailleurs. Et de temps en temps, il venait me voir, il me disait « Tu sais, je l'aurai le Goncourt, je l'aurai le Goncourt. » Je dis « Très bien. » Et il avait trouvé un titre qu'il trouvait extraordinaire. Et il venait me le proposer. C'est d'ailleurs un très beau titre. Ça s'appelle « Après dissipation des brumes matinales ». C'est un titre de météo. Mais c'est vrai que c'est une formule formidable, merveilleuse. Donc je lui dis, elles sont dissipées tes brumes, ça y est, tu écris. Parce que j'ai commencé à être un peu désagréable, moi, parce que de mon côté, j'avais mûri. Quand il vient me dire ça, je suis patron d'RTL. Et il vient pratiquement me demander de l'argent pour l'aider. Bref, ça s'est mal passé et il s'est pendu. Tu racontes ça. Et tu nous fais assister aussi à quelques rencontres féminines assez mémorables, et en particulier avec une femme du monde, à la fois provocatrice et très attendrissante, que tu appelles Béatrice de Sorgue, et qui a cette particularité qui est de te convier chez elle, extrêmement élégante, et elle t'accueille les seins nus. Elle est totalement habillée, mais là, sa poitrine est... Ah, mais c'est pas rien à l'époque, hein. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui se baladaient. Mais aujourd'hui encore, regarde, il n'y a personne ici. On se demande à quoi elle pense. Non. Ça, c'est pas sûr. Hein. Mais en tout cas, à l'époque, voir une femme de 30 ans pour un gamin de 18-20 ans, c'est déjà... C'est pas Macron qui va nous contredire. C'est déjà assez éblouissant. Mais si, d'autre part, vous sentez ou vous voyez à un bouton d'échancré près que les seins sont là à l'air, ben, ça vous fait rêver. Enfin, quand je dis rêver, évidemment, j'emploie un terme tout à fait pudique. Et donc, oui, cette femme... moi, j'ai vu une fois dans ma vie cette femme-là, mais ça s'est arrêté là. C'est là où ça arrive, le travail de l'écrivain. Je n'ai vu ce que j'appelle la baronne que 2 fois dans ma vie, et puis voilà, c'est tout. Elle était d'ailleurs plus ou moins liée avec Woldemar, avec Wenceslas. Mais moi, j'en ai fait un personnage. C'est toujours pareil. Vous partez de quelque chose de minime, de minuscule, rien. Un visage, un regard, un son, une voix, une couleur, et vous en faites quelque chose. C'est ça qui est fascinant dans l'écriture. Je voudrais que tu nous lises la fin de ce livre, qui est une évocation de ce qu'on pourrait appeler le Paris de ta jeunesse, la ville de Paris de ta jeunesse. Et il y a des accents de Modiano là-dedans. La dernière page, chapitre 40. Oui, je crois qu'il y a aussi des accents d'Hemingway. Hein, c'est très inspiré par Paris est une fête. Quand on avait 20 ans ou un peu plus, tout paraissait d'abord facile et tout se révélait difficile au fur et à mesure, insaisissable. On croyait que l'on possédait quelque chose, mais cette chose vous échappait et vous ne saviez pas pourquoi. Peu à peu, avec les années et les leçons qu'apportaient ces années, vous compreniez que la ville ne vous appartenait pas. Elle était plus grande, plus vaste, plus ancienne, plus compliquée, plus mystérieuse, plus belle et plus trompeuse que vous ne l'aviez envisagée. C'était une vérité simple et vous l'acceptiez sans barguigner comme toutes les vérités simples. On ne parviendrait pas à conquérir la ville. Elle n'appartenait à personne, c'est-à-dire qu'elle appartenait à tout le monde. Elle durerait plus longtemps que nos rêves, nos ambitions, nos amours. Je tiens, rassemblés dans la paume d'une seule main, tous ceux que j'ai vus paraître et disparaître, et je pourrais ouvrir et fermer mon poing des centaines et des centaines de fois, comme un cœur qui bat, comme une valve qui palpite. Le mouvement fébrile de mes doigts ne parviendra jamais à faire revivre le Paris de ma jeunesse.
lorsque nous y faisions nos débuts. Et ce début à Paris, pour moi, il est aussi important dans mon travail. J'appelle jamais mon travail autre chose que ça, parce que le mot œuvre est un mot pompeux et pompier et prétentieux. Et un début à Paris est aussi important, ou presque, des Feux Maletins. Ouais. C'est d'ailleurs le livre préféré de mon fils, et ça, c'est une fierté. On change complètement d'univers, de style, etc. avec le premier de tes 2 livres écrits à la suite d'un effondrement, on peut appeler ça comme ça, un effondrement. Ce livre s'appelle La Traversée, et il est paru il y a une vingtaine d'années chez Gallimard. La Traversée, c'est un retour à la vie. La Traversée, c'est-à-dire que j'ai été victime. J'ai des poumons fragiles. Hein. Je suis un garçon qui est né avec les poumons fragiles. Dès l'âge de 9 ans, mes parents m'envoyaient en 8 ans, même, je ne sais plus, en sanatorium. En fait, j'avais une petite once de tuberculose en moi qui ne m'a jamais quitté. Parce que ça ne vous quitte jamais, hein. Le corps vieillit, mais il y a des éléments qui restent tout le temps. Et donc, qu'est-ce que c'est, 50 ans plus tard, ou presque, ayant beaucoup toussant de plus en plus, je dirigeais RTL, j'avais tellement de boulot que je ne voulais pas me soigner. J'ai fini par me retrouver à l'hôpital Cochin, où là, on a commencé à diagnostiquer rien. On n'arrivait pas à comprendre ce que j'avais. Donc, on m'a mis sous coma artificiel. J'ai vécu 8 jours et 8 nuits en réanimation, sous coma artificiel, ce qui veut dire que de temps en temps, je sortais du coma, mais néanmoins, sujet donc à des cauchemars, des hallucinations, des voyages tels que j'ai même fait ce qu'on appelle une NDE, Near Death Experience. Et ils ont fini par découvrir qu'en fait, j'avais ce qu'on appelle une tuberculose laryngée. Ce qui est, s'il y a des toubibs dans la salle, quelque chose de très très rare. Et c'était tellement rare qu'ils ne trouvaient pas parce que c'était rare. Ils n'en avaient pas vu une depuis 20 ans. Bref, je suis sorti de là. Ils ont réussi à me trouver, donc, une fois qu'ils ont découvert ce que c'était, les bons produits, après m'avoir assommé à coups de morphine et autres produits pour me tenir en vie, puisque j'étais ventilé. Je vous signale qu'il n'y a rien de pire au monde que d'être ventilé, c'est-à-dire qu'il y a une machine qui respire à votre place, sauf qu'elle est dans votre bouche, et que c'est tout simplement insupportable. Donc toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, tous ces dialogues intérieurs, bien sûr, avec la mort, avec l'approche de la mort, ont fait que quand je suis sorti en bon état, mais enfin, il m'a fallu 3-4 mois de convalescence, de la traversée, ce que j'appelle une traversée, car effectivement, je suis passé les rives du Styx, hein, je suis pas allé de l'autre côté du Styx, mais presque. Ils me l'ont dit d'ailleurs, mais j'ai bien senti. J'ai voulu en faire un livre. Et alors c'est aussi un livre que je l'ai fait aussi pour rendre hommage au personnel hospitalier. Parce que je considère s'il y a une profession qui n'est pas une profession, qui est une vocation, qui est une des plus admirables au monde, c'est celle d'infirmière ou d'aide-soignante. Et j'ai voulu rendre hommage aux infirmières et au passage rendre hommage à l'assistance publique. Parce que pratiquement à la même époque, c'est aussi pour ça que j'ai fait le bouquin, il y avait un autre bouquin qui était sorti d'une consoeur que je ne nommerai pas et qui, elle, se plaignait du traitement qu'elle avait eu à l'hôpital. Moi, je ne peux pas me plaindre, ils m'ont sauvé. Et en plus, j'ai rencontré des femmes extraordinaires. Les infirmières que j'ai pu côtoyer et qui, comme je le dis dans mon livre, étaient en fait à l'époque, à ce moment-là plutôt, à ce moment précis, les femmes les plus importantes de ma vie. Il n'y avait pas d'autres. J'ai souhaité leur consacrer 1 ou 2 chapitres, au point d'ailleurs que quand le livre est sorti, j'ai été l'objet de sollicitations des écoles d'infirmières, des professeurs. Il fallait que j'aille faire le tour des assemblées pour expliquer la position du couché par rapport à celui qui est debout à côté de vous. Et comment, moi, le malade, j'ai pu donner à travers ce bouquin, non pas des leçons, mais quelques conseils aux aides-soignantes, aux infirmières et surtout aux internes, qui n'étaient pas forcément aussi courtois que les infirmières. Enfin bref, donc la traversée. Alors la traversée, ça s'est bien passé quand même. Je suis sorti de là, ça allait bien. Je me suis rétabli, j'ai cru que tout allait très bien. Et puis quelques années plus tard, j'ai fait une dépression, ce qui signifie 2e livre. Et celui-là, c'est un livre qui s'intitule « Tomber 7 fois, se relever 8 », qui est un proverbe japonais
dont j'avais pris note 10 ans auparavant dans mon carnet Moleskine, et qui m'a semblé être le titre convenable pour le rapport que j'ai fait. Parce que la traversée, c'est un reportage. Parce que dans la traversée, contrairement à tous mes bouquins précédents, c'est totalement autobiographique. Il n'y a pas un moment de fiction. J'ai rien inventé. L'expérience de me rapprocher, je ne l'ai pas inventée, je l'ai vécue. Bon. Et de la même manière, je me suis dit, puisque tu as la capacité de savoir compter, de savoir raconter, de savoir rapporter, la dépression, comme chacun sait, est une maladie, c'est une maladie qui atteint un Français sur 4, sinon sur 5. Et nous sommes, comme chacun sait, le pays le plus consommateur d'antidépresseurs après le Japon. Et donc, il m'a semblé que là encore, on pouvait tirer une leçon de ce voyage au bout de l'enfer, dont je suis sorti. Et donc, j'ai écrit ce bouquin, qui a eu un retentissement, je dois le dire, immodestement considérable, parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça concerne un Français sur 4 ? Et j'ai reçu tellement de lettres à ce propos que j'ai décidé de ne pas y répondre, c'était impossible. Si je me mettais à répondre aux lettres de gens qui me remerciaient, qui commentaient, qui d'ailleurs racontaient leur propre dépression, eh ben, j'avais plus de vie. Il n'y a qu'Amélie Nothomb qui fait ça. Elle arrive le matin chez Albin Michel, elle pose son chapeau, si elle le pose d'ailleurs, je ne suis pas sûr, et elle répond à la main à chacun de ses lecteurs ou chacune de ses lectrices. Sauf qu'elle ne fait que ça. C'est son métier. Moi, je ne fais pas que ça. Donc, je n'ai pas pu répondre, mais je me suis dit, au fond, c'est peut-être pas la peine parce qu'ils ont écrit. Et le fait d'avoir écrit, d'avoir raconté leur propre expérience, parce que c'était des lettres de 8 pages, un recto verso, a dû les aider et a dû les soulager d'une certaine manière. Enfin bref, voilà. Donc j'ai écrit ce bouquin, effectivement, qui me vaut encore de temps en temps une rencontre, quelqu'un dans la rue qui me dit « Ah, monsieur, merci ». Alors merci, pourquoi ? Parce que simplement, j'essaie de dire dans ce livre d'abord ce que c'est, comment on vit cela, mais comment on le vit physiquement, hein, et psychologiquement, bien sûr. Et puis, comment on peut essayer de faire en sorte pour que le déprimé soit aidé. Et il y a des choses qu'on ne doit pas dire à un dépressif, et il y a des comportements qu'on ne doit pas avoir avec un dépressif, et c'est ça que j'ai aussi essayé de raconter, et c'est ça dont les gens me remercient, ils m'ont remercié, parce qu'ils me disent, comme ça, mon entourage comprendra mieux. Je me souviens très bien t'avoir rendu visite alors que tu étais malade de cette deuxième maladie, non pas de la tuberculose, mais de la dépression. Tu t'en souviens peut-être, tu avais conservé ton bureau à RTL, et j'étais accompagné de notre ami commun Pierre Bouteiller, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et je ne sais pas si tu te souviens, d'abord tes cheveux avaient blanchi d'un coup, tu avais déjà tendance à grisonner, mais là complètement blanc, et tu étais complètement blanc. Le teint, il n'y a pas de différence entre la couleur des cheveux et la couleur de la peau. C'est la première chose qu'on voyait. Et tu répétais de manière constante, ça va beaucoup mieux, ça va aller, je vais m'en sortir. Silence. Ça va beaucoup mieux, ça va aller, je vais m'en sortir. La conversation n'était pas possible, tu étais entièrement enfermé dans le royaume qui t'avait rendu visite, puisque tu évoques dans la traversée, mais c'était la même chose au moment de la dépression, la visite des morts, puisque les morts, dans cette near-death experience, viennent te rendre visite. Et on avait vraiment l'impression, Pierre et moi, que tu étais peut-être plus tout à fait dans notre monde, sans être totalement parti, puisque tu étais heureusement vivant. Et tu t'en es sorti. Mais c'est un mort vivant, le dépressif. C'est un mort vivant. Il est vivant, mais il est mort. Il y a plus de... La dépression, c'est la perte totale du désir, du principe de désir. Et le désir, c'est pas seulement le désir sexuel, c'est la faim, c'est la soif, c'est les autres, c'est faire, c'est bouger, c'est dire. Le dépressif est une espèce de momie vivante. Et je pense qu'effectivement, j'essayais de m'originer et de me convaincre en vous répétant ces 3 mots. Mais en fait, ça allait très très mal. Et il m'a fallu l'équivalent d'1 an pour en sortir. Alors on en sort par beaucoup de moyens. Il y a d'abord la médecine. Je crois profondément qu'un bon psychiatre et des bons produits, des bonnes molécules, ça aide énormément.
il faut encore trouver les molécules. C'est toute la question. Puisque comme à chaque être humain, une molécule est différente. Et moi, il m'a fallu quelque temps pour trouver les bonnes. Et entre-temps, quand vous utilisez un psychotrope, c'est ça qu'on appelle, et qu'il n'est pas bon, d'abord, il faut au moins 3 semaines pour sentir l'effet ou pas. Et si l'effet est mauvais, c'est pire. C'est-à-dire que ça vous rend encore plus malade. Je ne vais pas les nommer, parce qu'il y en a certains dont je considère que ce sont des véritables bombes à retardement. Bien. Donc, pour sortir de là, et en essayer un autre, il faut d'abord que votre corps se débarrasse de cette chimie pour qu'une autre chimie intervienne et prenne le relais, positif ou pas. Moi, il m'a fallu 3 pour arriver à cela, grâce aussi d'ailleurs à un autre psychiatre, parce qu'à un moment donné, j'ai changé de psychiatre. Tout ça, ça fait un livre, mais ça fait plus qu'un livre, ça fait aussi une expérience personnelle qui fait que tu n'es plus tout à fait le même. Encore que je considère que chasser le naturel, il revient au galop, et que ma nature, elle est là depuis déjà très longtemps, puisque je crois quand même qu'en gros, tout est joué à 12 ans, comme dit Paul Valéry ou Peggy, je ne sais plus. Mais enfin, ces éléments, ces deux... moi, j'étais plutôt un type chanceux, il ne m'était rien arrivé d'autre que des trucs formidables, difficiles, dangereux, parfois mortels, comme en Algérie, mais enfin, rien. Et puis là, entre 55 et 65, 70 ans, j'ai eu droit 2 fois de suite. Et donc, bien évidemment, ces 2 tournants, ce sont quand même des tournants de vie, vous transforment et vous apportent, bien entendu, beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de modestie, un sens très très aigu de la relativité, de la connaissance et de la compréhension de la douleur des autres, puisqu'il y a toujours une douleur plus forte que celle que vous avez vécue, mais cette fois-ci, vous le savez, vous le sentez, et bien évidemment et surtout, d'une appréhension plus charnelle, plus profonde, plus sincère de la vie, et de l'amour de la vie. Donc c'est peut-être très utile. Pascal disait, il existe un bon usage des maladies. Donc toute ma théorie, c'est que j'ai fait plutôt bon usage de ces 2 maladies. On se demanderait finalement si tu n'as pas été malade dans le seul but d'écrire un livre. Comme tu disais très bien Mallarmé, hein, le monde est fait pour aboutir à un beau livre. C'est admirable. On change complètement de registre avec Franz et Clara, qui est un livre qui a une dizaine d'années maintenant, et qui fait apparaître quelque chose de très important chez toi, mais qui jusqu'alors était, je dirais, de l'ordre du privé, qui est l'amour de la musique. Franz et Clara, c'est Franz comme Schubert et Clara comme Schumann. Et ça se déroule, pour une fois, non pas aux États-Unis, sauf la deuxième partie ou la fin, mais ça se déroule au bord d'un lac suisse. Je pense que ça se passe à Lucerne. Oui. Moi, j'ai imaginé que c'était Lucerne. Oui, c'est Lucerne. Pour une raison particulière, qui est qu'à Lucerne, il existe une extraordinaire salle de concert, un festival créé et dirigé par Claudio Abbado, dont tu es un familier depuis des années et des années. C'est un livre dans lequel les frères Capuçon sont très présents et qui est une histoire d'amour. C'est très différent de ce que tu as écrit jusqu'à présent. Là, l'autobiographie qui est peut-être réelle ou cryptée ou diaprée, mais c'est une histoire d'amour assez tragique d'ailleurs, marquée par la mort. C'est un peu La jeune fille et la mort. On n'est pas loin de Schubert. C'est le jeune homme et la mort, parce que l'histoire d'amour, c'est un amour impossible, puisque j'ai complètement inventé à partir du fait que j'allais effectivement avec Françoise régulièrement à Lucerne pour écouter Abbado, qui, je considère aujourd'hui que ça a été un des plus grands chefs d'orchestre du monde et de l'histoire de la musique. Et je ne sais plus quel soir, j'écoutais je ne sais plus quelle soprane, une des plus grandes, je pense que c'est l'américaine, c'est Renée Fleming, c'est ça? C'était peut-être elle, je ne sais pas. Oui, oui, Ouais. qui chantait des leaders de Schubert ou de Schumann. Et j'ai eu comme une révélation en me disant, mais c'est tellement passionnant, c'est tellement bouleversant, et ça signifie tellement de choses en vous que le passage de la musique, que ça vaudrait le coup d'en parler et de raconter une histoire. J'étais très ami avec, je suis toujours un garçon qui est un remarquable violoniste qui s'appelle Renaud Capuçon. Donc on parle beaucoup de ça, il me parle beaucoup de son violon et tout. Et à partir de ces éléments, et du fait que j'ai toujours été passionné par les enfants précoces, j'ai inventé Franz, qui a 12 ans, qui est un petit génie, dans le bouquin, hein, et Clara, qui a 20 ans, qui est violoniste, et dont Franz tombe amoureux.
Ils se rencontrent sur un banc face au lac, parce que Clara est une femme un peu nostalgique, mélancolique, parce qu'elle a vécu une histoire d'amour qui l'a pratiquement détruite. Et ils parlent. Ils sont sur un banc, là, face à la mer, et ils parlent. Et très vite, il tombe très dingue d'elle. Il est amoureux de Clara, mais amoureux. C'est pas simplement comme ça. Et il lui dit, il faut qu'on s'aime. Clara lui dit, pardon, mais c'est pas possible. Et effectivement, c'est pas possible. Une femme de 20 ans ne va pas coucher un garçon de 12 ans. Hein? Bon, il peut pas. Et il le sait. Et en même temps, bon, son amour est énorme. Et puis, elle s'en va, le concert, enfin l'orchestre auquel elle appartient disparaît, elle devient une grande violoniste. Bon. Elle est violoniste d'orchestre au début. Oui. Et elle a tellement de talent qu'elle est prise en charge par un certain nombre de maîtres. Oui. Elle devient une grande soliste internationale. C'est ça. Mais elle veut devenir une grande soliste. Et elle a subi un choc extrêmement violent, pas seulement d'ordre amoureux. Il y a une description très étonnante dans ton livre. Il y a une espèce de chapitre qui est isolé du reste, qui est la mort du père de Clara, Ouais. à Hyde Park, à Londres. Ouais. Il tombe d'un coup. Ouais. Et il est mort. Oui, ben oui, mais c'est de l'invention tout ça. C'est Non, mais un romancier réfléchit à comment fabriquer et justifier, expliquer la psychologie d'un personnage quelques années plus tard. Clara a un besoin affectif très très fort. Elle se réfugie dans la musique, en partie parce qu'effectivement, elle a perdu son père de façon dramatique, immédiate comme ça. Il tombe par terre dans l'herbe de Hyde Park. Pourquoi Hyde Park? Parce que, je sais pas, un jour j'ai traversé Hyde Park. Toujours pareil, on ne peut pas expliquer, il ne faut pas d'ailleurs essayer d'expliquer les origines d'une fiction. Et donc, effectivement, elle a été doublement traumatisée. Perte du père, recherche d'une certaine manière d'un père dans l'amour, dans la liaison qu'elle a avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Échec. Elle est disponible sentimentalement, et elle aime d'ailleurs Franz, sauf que ça ne peut pas se faire. Sauf que le temps passe. Chez un romancier, ce qui est formidable, c'est que vous coupez, vous changez, vous mettez deuxième partie. Et là, on se retrouve quelques longues années plus tard à Boston. Pourquoi Boston? Ben parce que j'aime bien l'Amérique, hein, puis parce qu'il faut qu'elle change un peu d'espace, où cette grande violoniste joue, et à un moment donné, c'est des choses qui arrivent. Parce que je crois beaucoup à ce qu'on appelle les vibrations, ce qu'on appelle les ondes, c'était des éléments intouchables, inaccessibles, inexplicables, qui font qu'on sent et qu'on croit qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est là, qui vous écoute. Et effectivement, il y a Franz. Franz, ça y est, il a grandi. C'est un grand garçon. C'est un homme. Et il est beau gosse. Donc je ne vous raconte pas la suite. Non, on ne va pas. Je vous laisse le plaisir de découvrir la fin. Mais je voudrais rapporter une anecdote vécue par nous deux à propos de ce livre, dont la plus grande partie se déroule, comme Philippe vient de le rappeler, à Lucerne, en Suisse, donc, sur les bords du lac. Il est vrai qu'il est une deuxième partie beaucoup plus brève que la première, qui se passe à Boston. Mais c'est un peu une parenthèse. Qui compte, c'est le lac, c'est la musique, c'est la rencontre, c'est le banc, d'ailleurs, où ils se retrouvent. Et un jour, tu es invité dans une émission de télévision, qui n'était pas un livre un jour, et un de nos confrères, dont on taira le nom, qu'on aime bien par ailleurs, mais qui a une lecture quelquefois un peu hâtive, si tant est qu'on puisse parler de lecture d'ailleurs, des œuvres dont il À part ça, il l'aime bien. Hein. Oui, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais pas pour ces raisons-là. Et je vois encore cette émission où tu étais invité, oui. Une émission qui, encore une fois, portait sur Franz et Clara, dont je rappelle que l'essentiel de l'intrigue se déroule à Lucerne en Suisse. Et c'est ce camarade, ce confrère, se tourne vers Philippe et lui dit « Ah, alors Philippe Labro, toujours l'Amérique ?» Il avait lu le livre. Non, il n'avait rien lu. Oui, rien. Il a feuilleté, il a dû voir Boston, j'ai dit « Oh là là !» Alors, après, c'est malheureusement souvent le cas. Hein. Barrault est un exemple unique en France. Il lit les livres. Il les lit vraiment, crayon à la main. Il travaille, Olivier. Et le problème des journalistes, d'une partie des journalistes quand même, ne généralisons pas. Il ne faut jamais généraliser.
La meilleure preuve, je viens de faire une généralité. Ils lisent pas, ils lisent plus. Ils lisent la 4e de couverture, ils scannent, comme on dit, ils regardent vaguement le début, le milieu, la fin. Et donc ils savent pas ce que c'est qu'un livre, ce que ça signifie, le travail, la recherche, comment on coupe les feuilles et les arbres inutiles, pour revenir à Hemingway, qui m'a toujours appris ça. C'est pas d'adjectif inutile, pas d'adverbe inutile. Écrivez limpide et clair, c'est ce que j'essaie de faire. Bon, bah ça, ils n'ont pas compris du tout. On a des écrivains dans la salle ce soir. C'est très agréable d'ailleurs de retrouver Catherine Cusset, d'accueillir Jérôme Charine et Eugène Nicole, bien sûr, qui sont tous les trois des romanciers extrêmement talentueux et qu'on a reçus ici. Et si ça n'est pas encore le cas, mais ça le sera bientôt. Ça le sera bientôt en tout cas. Un livre étonnant, Le flûtiste invisible, qui est un livre récent, puisqu'il remonte à 2013, et qui est en réalité un recueil de 3 nouvelles. Et je voudrais qu'on s'arrête sur la plus longue, celle qui d'ailleurs donne son titre, qui résume un peu cette idée que le hasard, qu'il est peut-être des rencontres dans lesquelles nous n'avons pas de responsabilité, mais qui sont essentielles. Là, c'est le portrait, tu rencontres, non loin de ce qui était à l'époque ton domicile, un type qui vient de parler dans la rue et qui va te raconter son histoire. Une histoire extraordinaire, l'histoire de Blackbird. Blackbird, c'est une femme. Ben, Blackbird, c'est surtout le titre d'une chanson extraordinaire. Hein. Oui, certes. Bye bye Blackbird. Donc je suis en train de le siffler dans la rue. Non, ça m'est arrivé. Mais là, c'est pareil. Il m'est arrivé que cela. La rencontre, elle t'est Oui, arrivée. oui, non, mais oui. Et il y a un type qui me croise et me dit « Vous sifflez Blackbird ?» Je dis « Oui. » Ah. Et puis il s'en va, et je ne l'ai jamais revu. Ce qui est normal, ça arrive souvent. Et à partir de cette rencontre, j'ai inventé que ce type m'en racontait beaucoup plus, m'expliquait pourquoi Blackbird était si important dans sa vie, et il raconte comment, en fait c'est un fantasme presque que j'ai pu avoir moi, comment lors d'une traversée de l'Atlantique sur un paquebot, il rencontre une fille... la plus belle femme du monde. Éblouissante, fascinante, perverse, et qui le déniaise, et qui chante Blackbird toutes les 30 secondes. Et ça se passe de façon tout à fait agréable et violente même. Je n'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai traversé l'Atlantique à bord du Queen Mary. Je n'ai jamais rencontré une Blackbird, mais peut-être ai-je fantasmé. Et donc, cette première longue nouvelle n'est que la traduction d'un fantasme. Ce que je voudrais, 10 secondes, Olivier, c'est lire c'est pas celui-là. l'explication du flûtiste. Oui. Parce que c'est un titre qui... Oui. Encore une fois, j'ai toujours cherché des citations pour trouver les titres. Et c'est une phrase qui me hante. Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle. Ceci vaut pour l'insecte autant que pour l'étoile. Les êtres humains, les légumes, la poussière cosmique, nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse, jouée à distance par un flûtiste invisible. Et c'est signé Albert Einstein. Et c'est génial. Génial. C'est une phrase extraordinaire. C'est sa manière, lui, de ne pas prononcer le mot Dieu. Hein, parce que flûtiste invisible, c'est qui? Il est invisible, mais enfin, il joue. Comme tu dis, on ne se refait pas, parce que dans cette histoire complètement romanesque, et fantasmée ou pas, la jeune femme, Blackburn, explique au narrateur qu'elle est prête à se donner à lui un matin tôt, au moment où le navire va aborder la ville de New York. À 4h ou 5h du matin, et évidemment, la vue sur le skyline de New York aux petites heures, surtout quand c'est la première fois qu'on le découvre, c'est impressionnant. Il a donc le choix entre rendre visite à la jeune femme aux petites heures ou regarder le port de New York. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il choisit? Eh bien, il choisit les deux. Et je vous laisse le soin de découvrir comment il s'en sort. Et tu trouves d'ailleurs le moyen, parce qu'effectivement, on ne se refait pas, dans ce livre complètement romanesque, de saluer un journaliste oublié aujourd'hui, mais qui a été très célèbre en France, un journaliste sportif de RTL qui s'appelait Jean Eskenazi, qui était effectivement un personnage étonnant par son apparence déjà. Et il y a une page de salut amical à Jean Eskenazi. Oui, il m'a dit un truc un jour. Journaliste sportif, sauf qu'il était super... 86. 86, bravo. Oui, il travaille à un barreau.
Non, mais c'est vrai, c'est bien ça. Parce que entre les deux, il y a trois histoires dans le flûtiste. Elles sont toutes sous la phrase de Einstein. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La deuxième est très importante pour moi parce qu'elle est très proche de ce que j'ai vécu. Ça se passe en Algérie. Mais on n'a pas le temps de parler de tout ça. Les gens commencent à s'en aller, ils en ont marre. Et Eskenazi, un jour, me dit, un soir d'été 64, au stade olympique de Tokyo, où j'étais lors des derniers JO innocents, sont les derniers non politiques, alors que j'affichais une mine mélancolique, cet homme, spécialiste du sport, du football, du cyclisme, vient s'asseoir à mes côtés. Tu sais ce que Flaubert a dit à Maupassant ? Prenez garde à la tristesse, c'est un vice. J'adorais cet homme. Il portait toujours un œillet rouge à la boutonnière. C'était génial parce qu'on le reconnaissait partout. Je me souviens un jour donc à Tokyo, on était là, moi j'avais besoin de le retrouver. Et on m'a dit, il était en congrès là, à l'hôtel machin, il y avait 3000 personnes. J'appelle, je dis, trouvez-moi monsieur Eskenazi. Il me dit, vous plaisantez, monsieur? Je dis, écoutez, c'est un monsieur qui a un œillet rouge à la boutonnière, on me l'a trouvé. Mais voilà, c'est toujours pareil. Si vous n'allez pas un peu plus loin dans une relation, vous ne vous rendez pas compte qu'un spécialiste du foot peut vous citer Flaubert. Donc ça fait partie aussi de ce que tu appelais la curiosité. Alors, un de tes meilleurs livres, je crois, c'est On a tiré sur le président, qui est un livre tout récent, il est paru en 2013, et qui est un retour à ce que tu as vécu et que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ton arrivée à Dallas, Texas, le 23 novembre 1963, au lendemain donc de l'assassinat du président Kennedy. Ce livre-là, qui n'est pas sans rappeler un de tes maîtres, Truman Capote, c'est-à-dire une enquête totalement vécue, avec aussi toute une recréation, c'est-à-dire un vrai travail de littérature, même si c'est aussi du journalisme, mais comme tu l'as rappelé, le journalisme et la littérature sont parfois synonymes. Parfois. Ouais. C'est un travail sur le gamin que tu es à l'époque, tu es un jeune journaliste, tu travailles à la télévision, tu fais un reportage pour 5 colonnes à la une, qui est le plus grand magazine d'information de la télévision, et tu apprends la mort de l'assassinat de Kennedy. Ton employeur double, Pierre Lajaref, patron de ce magazine de télé et de François, te dit... Tu pars tout de suite, démerde-toi. Et là, tu racontes, d'une manière prodigieuse, je dois dire, d'abord le voyage jusqu'à Dallas, le voyage en taxi. Non, en voiture. Ce qui se passe dans l'avion, ouais. Tu vas de New York à Dallas, un avion complètement silencieux, les gens qui n'osent pas parler tellement l'événement est stupéfiant. Qui lisait le journal, c'est tout. Ils ne disaient rien. C'est l'avion le plus silencieux dans lequel j'ai voyagé de ma vie. Plus ton arrivée au commissariat, et alors chose sidérante, le président des États-Unis a été assassiné, le vice-président vient donc de jurer demain, c'est Johnson. On entre dans ce commissariat absolument comme dans un moulin, et tu vois Lee Harvey Oswald, tu le vois de tes yeux, tu discutes avec Jack Ruby, qui n'est pas encore l'assassin de Oswald, et tu vas te trouver dans le bâtiment au moment même où Ruby va tirer sur Oswald. Tu vas l'apprendre, te précipiter sur les lieux. Tu n'as pas vu la scène, mais c'est comme si, puisque tu hantes ce commissariat depuis déjà plusieurs jours. C'est un livre halluciné, totalement proche de la vérité, puisque tu as même été auditionné par la commission Warren, la commission nommée par le Sénat, je crois, ou peut-être le... Non, elle est nommée par Johnson. C'est Johnson qui a fabriqué cette commission, dont les complotistes, et ils sont plus nombreux que les non-complotistes, pensent qu'elle était totalement... amenée et conduite et, ordonnée à ne trouver qu'une vérité, celle du tireur isolé. Mais il y a là-dedans des trucs hallucinants, comme ton entretien avec le capitaine Fritz, qui est... Will Fritz. Will Fritz, bon, personnage essentiel de cette histoire. Enfin, je ne dirais pas qu'on a l'impression que tu y étais, puisque tu y étais bel et bien. Mais c'est halluciné, ce livre. Tu es gentil comme tout. Mais non, c'est pas de la gentillesse. Ça se lit comme 200 froid de Truman Capote, qui est chef-d'œuvre absolu, s'il en fut. Oui. Très, très grand livre. Oui, comparons pas. Bon, et je sais pas, et c'est ce que je voulais te demander à propos de ce livre que je vous incite véritablement à lire, parce que vous ne le lâcherez pas et vous aurez l'impression de mieux connaître l'Amérique. C'est pourquoi est-il venu si tard, si j'ose dire, alors que tu l'as écrit 50 ans après les événements? D'abord, il y a une question de pur opportunisme. C'est que je l'ai écrit et publié l'année du cinquantenaire
de la mort de Kennedy, c'est-à-dire en 2013. Il est mort en 63. Donc, il y avait ça dans le fond de ma tête. Je me disais, si un jour je dois écrire, il faut que ça soit à l'occasion de je ne sais quelle date anniversaire importante. D'autre part, il existe ce que tu connais aussi bien que moi, c'est la maturation. Hein, il faut du temps pour que les choses maturent, se construisent dans votre tête. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai d'autres livres à écrire. Je sais qu'un jour je l'écrirai, je le sais. Je sais qu'un jour je raconterai cela, d'autant plus que le nombre de fois que des amis ou des confrères m'ont dit « Alors, vous étiez à Dallas, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous attendez pour nous le raconter ?» Donc, oui, mais ça met du temps, mais je trouve ça normal parce que justement, avec le temps, j'ai pu prendre une distance par rapport au moi, puisque c'est écrit à la première personne, que j'étais à l'époque, si bien que même si il n'y a pas un mot, enfin un fait, une image, un moment inventé, j'ai voulu le construire comme un roman. Ouais. C'est-à-dire que... Ah, j'ai une putain de crampe. C'est-à-dire que les pages doivent être tournées. Je ne suis pas obsédé par le page turning, mais je pense qu'à partir de l'instant où vous commencez à raconter une histoire, il vaut mieux ne pas emmerder le public. Et là, je crois que c'est le fait que c'est beaucoup grandi en moi, que j'ai dû écrire entre-temps des centaines de papiers sur Kennedy, sur Dallas, tout ça et tout. J'ai été interrogé très souvent, j'ai même fait des reportages. Il y avait aussi le fait que, comme je savais qu'il y avait, et il y a toujours, un nombre démesuré par rapport à ceux qui ne croient pas au complot, un complotisme qui est peut-être justifié. Moi, là-dessus, ma seule phrase sur le comment et le pourquoi de cette affaire, c'est « jusqu'à preuve du contraire ». Prouvez-moi le contraire. Voilà. C'est-à-dire que oui, toutes les preuves apparentes sont là, sauf que le deuxième fusil, il n'a jamais parlé. On ne sait pas. Alors là, je vais à l'encontre de tous mes confrères, puisque la plupart trouvent et pensent qu'il y a évidemment un complot. Mais tout ça a fait que ça a mûri. À l'époque, les gens de Paris Match me demandaient beaucoup d'en parler, puisqu'ils voyaient que la date allait arriver. Je dis, c'est bien gentil Paris Match, mais autant faire un livre. Voilà pourquoi je l'ai fait. Voilà. Début du chapitre 11. « My name is Jack Ruby ». Mais qui était cet homme qui se baladait parmi nous, ni flic, ni journaliste? Il s'est présenté à moi, Jack Ruby. Appelez-moi Jack. Il portait enfoncé autour de l'auriculaire de sa main droite, aussi boudiné que la gauche, des mains d'écarisseur, une chevalière sertie d'un minuscule diamant, probablement de pacotille. Il avait des mains compactes et des doigts aux ongles soigneusement manucurés. Un visage au menton bien dessiné, un nez fort, les oreilles qui se détachaient, encadrées par une chevelure courte, noire, montant sur un front large, dont on pouvait deviner, lorsqu'il ôtait son chapeau, qu'il se dégarnissait vite. On voit ton admiration pour Dashiell Hammett et Raymond Chandler. Hein. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. On a parlé de Ernest, mon maître, mais j'ai été très influencé aussi par... Oui, par l'école objective, l'école behavioriste américaine des années 30, 40, 50, c'est-à-dire Raymond Chandler et Dashiell Hammett, dont je considère, comme tout le monde d'ailleurs aujourd'hui, que ce ne sont évidemment pas des auteurs de polar, ce sont simplement des grands romanciers. Et il y a chez Chandler une capacité de décrire un environnement et un décor, mais il y a chez Hammett aussi la faculté de dessiner un visage, un portrait, une silhouette. Ça, c'est Hammett, hein, ce que tu as écrit là. Ah, c'est pour ça que je l'ai lu, parce que c'est Hammett. C'est éblouissant la manière dont ces gens-là savaient fixer, par l'image, encore une fois, une personnalité. Et je recommande toujours, non seulement Hammett et Chandler, mais Horace McCoy, James Cain et quelques autres. Je ne les ai plus en tête, mais McCoy en particulier, pour moi, est un très grand écrivain. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « J'aurais dû rester chez nous », qui est déjà un très beau titre. Et puis « Adieu la vie, adieu l'amour », qui doit s'appeler en anglais, c'est encore plus beau, « You can kiss tomorrow goodbye ». Vous l'avez lu, Jérôme? Non. On achète bien les chevaux, c'est bien aussi. Hein. Ah ben évidemment. Là aussi, mais ces gens-là en plus, entre autres choses, et ça me plaît toujours beaucoup, et d'ailleurs j'essaie de faire la même chose, le grand talent du titre. Parce qu'un titre, c'est le concept. Le titre dit
ce que va être le livre ou le film. Et je crois beaucoup à cela. D'ailleurs, d'une manière générale, j'essaie plutôt d'avoir le titre avant d'écrire. Ça aide. On va terminer ce trop bref parcours avec ton dernier livre, qui est en France un très gros succès, et dont le titre dit effectivement ce dont il s'agit, puisqu'il s'agit de « Ma mère, c'est inconnu ». Et c'est un livre extrêmement pudique, extrêmement effusif en même temps, et dans lequel on apprend que Philippe Labro est un métèque. Ce que beaucoup d'entre nous ignoraient jusqu'alors, puisque tu as des ascendants très proches, venus de Pologne, de Biélorussie, venus de cette bonne vieille Europe centrale dont tant d'entre nous procédons. Mais est-ce un métèque d'avoir du sang polonais en soi? T'es gonflé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un métèque? C'est un type qui vient d'ailleurs. Oui, ben on est tous des C'est le métèques. cas d'à peu près tout le monde ici. Oui, l'Amérique est peuplée de métèques. Ben oui, elle est faite de ça. La France aussi. Oui, Oui. le monde est fait de métèques, c'est ça. Alors c'est évidemment une femme merveilleuse. Et... Ben, c'est une femme étonnante dans la mesure où pendant très très longtemps, elle nous a cachés à nous, ses enfants. Nous étions 4 garçons. Mon frère aîné a malheureusement disparu. Ses origines. C'est-à-dire qu'on savait vaguement par notre père, et par ce que disaient quelques amis, que oui, elle avait été abandonnée, elle était passée de pension en pension, elle n'avait vraiment pas été... Elle n'avait pas bien connu son père ou sa mère. En réalité, c'était ce qu'on appelle une bâtarde, hein, une fille non reconnue, ce qu'on appelait à l'époque un enfant naturel. J'adore l'expression. Toujours naturel, un enfant, non? Mais ça voulait dire pas reconnu par son père. Sur les fiches d'état civil que j'ai pu retrouver, puisque j'ai fait un long travail d'enquête, archives, les mairies, tout ça et tout, père, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Donc son père, elle l'a pas connu, elle m'a simplement dit une fois qu'elle avait vu une fois debout sur un bateau sur un lac, barbu, grand et barbu, voilà. Donc la réalité, c'est que c'était un comte polonais possédant la moitié de la Biélorussie, marié avec 5 enfants, qui, dans des circonstances que malheureusement je ne connais pas, rencontre une petite institutrice française venue de nulle part, dont la mère elle-même était un enfant naturel et dont la grand-mère était un enfant naturel aussi. Voilà. Donc il y a une rencontre, hein, ça c'est le futiste invisible, entre cette femme qui sans doute, ma grand-mère, que j'ai jamais connue, était belle, sans doute, ou en tout cas avait une attractivité telle pour attirer ce comte marié, sérieux, et qui, je ne sais où ni comment, tombe amoureux de cette femme, et ils font ensemble 2 enfants naturels. Henri, mon oncle. Un vrai héros, pour le coup. Oui, c'est un héros. C'est compagnon de la Libération, mort au front à Monte Cassino, à la tête de ses troupes. Il est dans les listes des compagnons de la Libération, dans un très beau livre que vous lirez peut-être un jour, qui s'appelle « Nous n'étions pas des héros », qui est un livre de Benoît Hopquin, qui est le chroniqueur, un des grands chroniqueurs du monde. Je pense que c'est une des plus belles plumes du monde. Et bref, mon père, Henri, donc... mon oncle, figure dans ce bouquin. Bref. Donc, ils font 2 enfants, Henri et ensuite Henriette. Lui-même, le père, le polonais, s'appelle Hendrik. Ça, pas tout à fait par hasard. Hein. C'est pas simplement une institutrice qu'on saute et puis on lui fait un enfant, puis on verra bien. Là, ils font 2 enfants pratiquement à la suite. Hein. Bon, ça veut dire que ça existe, que c'est un vrai amour. C'est plus qu'une liaison. C'est une deuxième vie. Et simplement, il ne la reconnaît pas. Et donc, elle est baladée, c'est ce que j'appelle un enfant valise, de pension en pension, par la mère qui les dépose tous les 10 ans chez quelqu'un, en disant qu'elle n'a pas de temps de s'en occuper ou qu'elle n'a pas d'argent. Et en fait, ma mère vit les 20 premières années de sa vie, pas malheureuse, parce que c'est une femme qui aime tellement la vie qu'elle trouve toute raison de jouer, de chanter, de danser et d'écrire, car elle était poète. Mais elle est aussi, c'est sidérant, tu découvres qu'elle a été journaliste, elle a une carte de presse. Dans les archives que j'ai tout retrouvé, parce que quand elle est morte, on s'est partagé les choses. Mes frères ont pris tel ou tel guéridon, tel ou tel portrait et tout, et on a ouvert les tiroirs, on a vu, il y avait des lettres, des papiers et tout. Et Claude, un de mes frères, m'a dit, écoute, c'est pour toi, puis si tu vas un jour, tu vas écrire l'histoire de maman.
Parce que ça, c'était aussi mon problème. Ma famille disait, Mamika, puisqu'on l'appelait Mamika, en fait, elle s'appelait Netka, qui est un très joli surnom polonais. Un jour, tu raconteras son histoire. Donc j'avais cette mission par la famille. Il fallait un jour que je raconte l'histoire de ma mère. Donc je travaille, je commence mon travail d'enquête. C'est une partie du livre, d'ailleurs, la manière dont j'ai trouvé toutes sortes de choses, découvert toutes sortes de choses. Mais un jour, je tombe sur une petite carte comme ça, bleu foncé, avec une jolie petite photo qui est en fait la photo qui sert de bandeau au livre, que voici. Hein. Voilà. Très beau visage. Très très beau visage où il y a la volonté et la mélancolie. Il y a la Pologne. Et donc sur cette carte, il y a écrit journaliste, il y a écrit l'essor artistique. Henriette Carizet, c'était le nom de sa mère, est déléguée par ce petit hebdomadaire pour faire la critique des pièces de théâtre, pour se balader et tout. Ma mère ne m'en a jamais dit un mot, pour vous dire à quel point on était dans le mutisme, sinon le déni. Elle a un fils qui est journaliste, dont elle conserve tous les articles, tous les papiers. J'ai découvert une tonne comme ça, tous les papiers sur moi, mes émissions, tout ce que j'ai fait. Elle me parle de ça, du journalisme, je lui raconte ce que je vis, tout ça. Et jamais elle m'a dit, tu sais, moi aussi. Jamais. Pudeur, générosité, c'est-à-dire je ne parle pas de moi, je lui parle de lui, de ses enfants, je parle de mes enfants. Je n'ai pas à me mettre en avant. Honte, peut-être, quelque part, d'avoir pas complètement réussi, puisqu'en réalité, je découvre en lisant ses poèmes qu'elle avait des rêves de gloire. Tout ça fait un livre qui, effectivement, pour des raisons qui me semblent assez évidentes, connaît une certaine renommée, parce que ma mère, il n'y a pas d'écrivain français, ou pas français seulement, qui n'ait pas un jour écrit sur sa mère. Hein. Ça commence avec Pagnol, avec Albert Cohen, il y a Romain Gary. Cette année, toi qui vois de très près la saison littéraire, qui la suit, la supervise et la commente, il y a au moins 4 bouquins sur les mères. Ce qui est normal aussi. Un écrivain ou une écrivaine, un jour, a peut-être le besoin ou l'envie, la nécessité d'aller chercher ses racines, d'aller comprendre pourquoi il est devenu ce qu'il est. Et ça dépend du père ou de la mère. Puisqu'encore une fois, l'héritage génétique est, selon moi, quelque chose de... Je crois bien sûr à l'acquis autant qu'à l'inné, mais je pense que l'inné est capital. Elle trouvait des excuses à tout le monde, c'était une consolatrice. J'aurais pu arriver chez elle les mains tachées de sang, et je lui aurais dit que je venais de commettre un crime. Elle m'aurait répondu « Assieds-toi, je vais te préparer une tasse de thé, ce n'est pas grave. » Et alors, il y a quelque chose de tout à fait admirable chez les parents de Philippe. Ces gens, pendant la guerre, se trouvent donc à Montauban et vont s'engager de manière civile et civique sans le moindre éclat, car il fallait absolument conserver le secret, et ils vont aider un certain nombre de juifs réfugiés à survivre, en les hébergeant dans la maison familiale. Évidemment, pas question de parler de ça à qui que ce soit, et ils sont d'une discrétion, etc. Ils sauvent comme ça d'une mort assurée un certain nombre de malheureux pourchassés par le régime de Vichy. Et puis les années passent. Et l'État d'Israël, comme vous savez, distingue ceux et celles qui ont aidé les Juifs de tous les pays à survivre. Et on décerne à ces gens un titre très beau, Juste entre les nations. Juste parmi les nations. Parmi les nations. C'est pas l'État d'Israël. Enfin, c'est pareil, c'est Yad Vashem, oui, qui est une association qui, effectivement, distribue comme ça, pas seulement en France, d'ailleurs, il y a eu des justes dans toute l'Europe. Il y en a eu beaucoup en France. Et beaucoup en particulier dans le sud-ouest. Tes parents avaient une très grande différence d'âge, et un jour, ils reçoivent la visite justement d'émissaires venus d'Yad Vashem, et qui viennent leur expliquer que, ben voilà, ils savent, on sait ce qu'ils ont fait, et on leur décerne, je ne sais pas comment on peut appeler ça, cette distinction, ce brevet, oui, cet honneur. Cet honneur, etc. Et ta mère a ce mot extraordinaire, parce que tout le monde dit, mais enfin, c'est magnifique, c'est extraordinaire, comment vous faites ? Et elle répond, mais c'était très simple, nous les aimions. Ouais. Ben, c'est une femme qui est tout amour, parce qu'elle en a tellement manqué, ce qui est formidable d'ailleurs, parce que les gens qui ont manqué d'amour, bien souvent, ne le distribuent pas autant.
elle a tellement manqué d'amour qu'elle n'a pas cessé ensuite de le distribuer. Le livre se termine sur quelque chose d'à la fois bouleversant et d'atroce et de terrible. Cette femme a donc été abandonnée par sa mère, sa propre mère. Et les années s'écoulent, et un jour, ne voilà-t-il pas que la mère réapparaît, approche les enfants et leur demande si elle pourrait retrouver sa fille qu'elle a abandonnée tant d'années auparavant. Les fils Labro questionnent leur mère. Bien sûr, il n'est pas question de décider que ceci sera possible si elle s'y oppose. Et avec infiniment à la fois de fermeté et de douceur, elle s'y oppose formellement. Elle dit non. Elle dit non parce qu'elle ne veut pas que celle qui l'a abandonnée et qui lui a fait tant de mal risque de contaminer et de nuire à la formidable réussite qu'a été l'éducation de ses 4 fils, précisément. Et le livre se termine sur cela, avec cette note encore plus tragique, si cela était nécessaire, c'est que Philippe s'aperçoit que sa grand-mère et sa mère habitaient à la fin de ces jours. Enfin, mes parents ont pris leur retraite à Nice, il y a déjà très très longtemps. Mon père, évidemment, avait 20 ans de plus que ma mère, donc il a disparu. Mais pendant qu'ils étaient tous les deux en vie, j'ai découvert qu'effectivement, la mère de maman, ma grand-mère, avait vécu à Villefranche-sur-Mer, qui est à 10 km de Nice. Et là, je suis allé un peu dans la fiction et j'ai imaginé qu'en fait, elles se sont sans doute croisées. Sur 20 ans, pour en faire des courses ou je ne sais quoi. Et je m'interroge et je me dis, qu'aurait fait maman? Et je pense qu'elle aurait détourné la tête et qu'elle serait remontée à la maison, qu'elle serait assise face à la mer et qu'elle aurait dit à son mari, à l'époque, je suis là. Mais ça, c'est une hypothèse. Mais effectivement, l'idée que ces deux femmes étaient aussi proches l'une de l'autre, pour des raisons que seul le flûtiste invisible peut nous donner, j'ai considéré que c'était finalement, le romancier revient à la surface, une fin tout à fait convenable. On va s'arrêter là, mais je voudrais auparavant vous narrer un souvenir personnel qui se déroule ici même, entre nous, à New York, quand on tournait cette série d'émissions sur la littérature américaine. Ne dis pas de bêtises. Hein. Tu vas, j'espère, approuver ce que je vais relater. C'est un souvenir très, très impressionnant. Nous tournions ce jour-là une émission consacrée à John Dos Passos, et nous tournions à Grand Central, ici, à côté, 44e rue. Et vous n'ignorez pas qu'il est un écrivain mythique de la littérature américaine, qui est Salinger, que tu as découvert ici même, d'ailleurs aux États-Unis, Catcher in the Rye, etc., L'Attrape-cœur en français, livre d'une génération. On sait que Salinger, qui vivait quelque part en Nouvelle-Angleterre, refusait absolument toute photographie, tout entretien, toute visite, tout quoi que ce soit. Et on prépare, tournée à Grand Central, là dans l'espèce de vous connaissez la gare évidemment, et dans cette espèce de grande salle où on va acheter ses billets, on regarde les horaires, etc. Bon. Et la préparation du tournage prend un certain temps, évidemment. Et on est là tous les deux à attendre qu'on puisse commencer à évoquer Dos Passos. Et puis Philippe s'éloigne quelques temps, quelques instants, parce qu'on savait qu'on ne tournait pas avant 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais plus bien, peu importe. Il se trouve que Grand Central dessert effectivement Upstate New York. Je ne vous apprends rien. Donc, potentiellement, le patelin où vivait Salinger. Et c'est là que, si je vous raconte ça, c'est parce que ce que tu as dit s'est illustré en l'espèce. C'est-à-dire qu'il est un moment où le réel devient fiction, à moins que ce ne soit le contraire. Car la seule différence, c'est le regard de l'auteur, du cinéaste, du romancier, de l'écrivain ou du journaliste. On va être prêt à tourner. Philippe revient et il me dit « J'ai vu Salinger. Il est passé dans la gare. Il avait un chapeau. Je suis sûr que c'est lui. » C'était peut-être Salinger. Peut-être pas. Oui, on en revient à Sandra, c'est le transsibérien. Hein. Voilà. Mais effectivement, non, mais quand même, Pierre Assouline, qui est un
Il s'appelle Pierre. Hein, Il s'appelle. Pierre Assouline, Il y qui a est pas de un doute. critique, écrivain, ce qu'on veut, membre du jury Goncourt. Il savait que j'avais une adoration extraordinaire pour Salinger, m'avait un jour offert une photo où Salinger, une espèce de grimace comme ça, il est pris depuis une voiture par un photographe, un paparazzo qui est venu pour essayer de voir où il vivait et comment il vivait. Et c'est une photo extraordinaire. Hein. Mais la grimace de haine et de refus de l'autre de Salinger est prodigieuse. J'ai cette photo chez moi et tout ça. Bien. Donc, lorsque j'ai vu ce personnage qui lui ressemblait dans la silhouette et était quand même très très proche, je me suis approché de lui et je lui ai pris le bras comme un imbécile, parce qu'il ne faut jamais faire ça. Et là, il s'est retourné et la grimace de cet homme à mon égard me fait croire que c'était Salinger. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, très bien. Pas trop long. Oh, on s'en fout.